Aujourd'hui, j'ai jamais rencontré d'humain comme lui. C'est-à-dire que le mec, tu lui serres la main, il s'en fout, mais incroyablement. Il y a l'expérience, il y a ce que tu vis aussi au quotidien, il y a les aléas, il y a les échecs, il y a les réussites. Tout un mélange de choses où faut arriver à transformer, au-delà d'être un entrepreneur, je pense que je suis quelqu'un qui arrive à transformer une très mauvaise nouvelle en une bonne nouvelle. Je me retrouve à 18 piges, je me prends pour le roi du monde, je me retrouve à 6 heures dans une accueil de salle de fitness où j'y connais rien avec un t-shirt stagiaire et à laver les chiottes. Bienvenue David. Merci frérot. Bienvenue sur le podcast Au-delà des apparences. C'est un plaisir de t'avoir ici. Partagé. On s'est rencontrés il y a un petit moment déjà où je me rappelle j'étais venu te voir et je veux absolument faire une introduction avec ça. Ok. Où tu m'as raconté ta vie pendant 1 heure. Tu m'as posé des questions. Ouais, je t'ai beaucoup posé de questions pendant 1 heure, mais tu m'as raconté ta vie du coup. Et ma question qui est venue directement, c'est quel âge t'avais ? Ok. Et quand tu m'as dit que t'avais la même année de naissance que moi, je me suis dit, ce mec, il a un truc parce qu'il était beaucoup plus vite que moi, businessment parlant. Et c'était admiratif, tu vois, donc c'était cool. Ok, merci. De rien. Et pour les personnes qui te connaissent pas, en gros, pour moi, je trouve que t'es un multi-entrepreneur où tu touches à tout. Ok. T'as eu une salle de sport à peu près. Plus ou moins. Après, tu vas nous raconter les détails. Oui. Et tu touches aussi au secteur de l'automobile, l'immobilier, l'horlogerie, si je dis pas de bêtises, enfin les montres. Et la gestion de stock, si je dis pas de bêtises tout aussi. ce qui touche à l'univers du luxe. Ouais, tout ce qui est univers, voilà, textile, l'univers du luxe. accessoires, boutique, expérience client, etc., etc. Ok. Et là, t'es gérant de Dimension Store à Lyon. Ouais, c'est ça. T'en as plusieurs. Hein. Ouais, il y a la deuxième qui s'est créée là, et puis il y a plein d'ouvertures qui arrivent en 2024. Voilà. Ok. Ça va être chouette. Top. Et du coup, ce que je voudrais, c'est retracer en fait ton parcours, surtout avec le business. Ok. Pour voir un petit peu d'où t'es parti, comment t'as pu construire tout ça et comment t'en es arrivé jusqu'à qui t'es aujourd'hui. Ok. Donc ma première question que j'ai, c'est est-ce que t'as toujours eu cette flamme un peu entrepreneuriale ? D'où ça t'est venu ? D'où c'est parti ? Tu vois, comment ça s'est passé exactement ? Non, je l'ai pas toujours eu. Elle est venue avec les expériences de la vie. Voilà. On a pu en discuter aussi ensemble qu'on s'entraîne ensemble. C'est vrai. Non, je l'ai eu au fur et à mesure du temps. Je pense que c'est l'expérience et il y a l'expérience, il y a ce que tu vis aussi au quotidien, il y a les aléas, il y a les échecs, il y a les réussites. C'est tout un mélange de choses où faut arriver à transformer, au-delà d'être un entrepreneur. Je pense que je suis quelqu'un qui arrive à transformer une très mauvaise nouvelle en une bonne nouvelle. Voilà. C'est, je pense, ma qualité numéro 1 et c'est ce qui a fait qu'au fur et à mesure du temps, j'ai entrepris plein de choses dans plein de secteurs différents parce que aujourd'hui je tryhard un petit peu tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je te disais t'es un peu multi-entrepreneur à toucher à tout. Et du coup ta première expérience entrepreneuriale c'était laquelle exactement ? Il y en a eu pas mal. Après le commencement plutôt, tu veux dire ? Ouais, le commencement. Comment c'est arrivé ? Après, vu que je connais un peu ton histoire, tu vois, j'essaye d'aller toucher les petits points que je connais pas encore, tu vois. Ça, je t'avais déjà parlé du coup de la mairie, pour le coup. Voilà. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'étais en 3e en fait, à l'époque, donc j'étais au collège. Et en fait, c'est un modèle qui me plaisait pas du tout. Je m'y retrouvais pas. J'étais plutôt le clown de la classe, mais le clown intelligent, parce que j'avais quand même des bonnes notes. Hein. Ok. Voilà. Ouais, t'étais pas un échec scolaire. Non, un soir, je rentre en fait voir ma mère, en gros, et je lui dis, je vais arrêter l'école, quoi. Et en fait, elle me dit non, tu vois. Ouais. Et maman, normal, tout ce qui est plus logique, bonne éducation, tout ça, elle me dit non. Et du coup, j'arrive à négocier, parce que j'ai toujours eu quand même une bonne qualité pour négocier, en tout cas parler, interagir avec les gens. Et elle me dit, écoute, au fur et à mesure d'une longue discussion, elle me dit, si tu trouves un travail dans 1 semaine, tu peux arrêter l'école. Okay. Et en fait, à ce moment-là, je m'imagine tout un micmac où en fait, j'ai 14 ans, donc je peux pas bosser, mais j'ai un moyen. Voilà. Et en fait, je me fais plus ou moins, pour pas tout citer, passer pour quelqu'un d'autre, de majeur, parce que physiquement, j'avais déjà de la barbe, etc. Et en fait, je prends un poste dans une mairie, toute simple, c'était l'animation, voilà, donc je me mets à passer le BAFA, puis quelques années après le BAFD, etc., etc. Et en fait, ma fonction, elle est bête, c'est que je fais du périscolaire et en gros, je travaille avec les enfants pendant les périodes de vacances scolaires et pendant les cours de sport à l'école primaire. Voilà, donc c'est merveilleux. Moi, je suis sportif, j'aime bien ça. Okay. Je m'éclate. Et en fait, je commence un petit peu à trahir le truc quand même, parce que ça m'intéresse, tu vois. Donc, à cette époque-là, j'ai 14 ans, mais en vrai, je prends un SMIC classique. Je crois qu'à l'époque, c'était 1250 balles. Ok. En fait, je fais... Ouais, donc ça à 14 ans, entre guillemets. Ouais, voilà, c'est ça.
en sachant que du coup j'étais chez maman, donc nourri, logé, blanchi, tout allait bien. Et puis j'ai bien tryhard quand même les choses. Il y avait plein de modules en fait. C'est c'est pas l'éducation nationale, mais c'est être fonctionnaire en fait. Ouais. Donc t'as plein de modules de formation, t'as plein de choses qui existent, et du coup c'est vrai que je m'intéressais quand même pas mal à ça. Je passais plein de formations, et en gros j'avais des petits steps de salaire, je débloquais des primes, voilà, c'était sympa. Donc j'étais arrivé à une bonne rémunération pour mon âge en tout cas. En soi c'était l'escroquerie du siècle en vrai, parce que j'avais que 14 ans. C'est sûr qu'à cet âge-là et ton entourage comment dire, ton entourage perso, ils t'ont... Vas-y. Je pense que ils ont dit quoi, ça s'en doutait, tu vois, ça s'en doutait. Après voilà, il y avait 2-3 collègues qui s'en doutaient aussi plus ou moins, mais voilà, ça passait en soi. Moi je justifiais que c'était à l'époque c'était les missions la mission locale, un truc comme ça. Non, c'était pas la mission locale, mais c'était un truc comme ça où tu sais, t'es pas très payé, genre tu gagnes 600 balles pour une mission de 6 mois quand t'es jeune, machin, etc. En fait, que dalle. Tu justifiais comme ça, ok. Ouais, voilà, plus ou moins. Mais en soi. Et pour le coup, en fait, le montage de cette petite opération est arrivé comme ça. Au début, je cherchais vraiment une mission comme ça, tu vois, sur le site du gouvernement. Et en vrai, en cherchant, je me suis dit, mais non, je vais peut-être faire mieux, parce que je trouvais des vraies offres d'emploi en 35 heures, machin. Ok. Donc j'ai dit en avant Guingamp. Voilà. Et du coup, là, c'était pas réellement de l'entrepreneuriat pur, entre guillemets. Non. Mais toi, en fait, tu l'as vécu plus un peu comme une émancipation où tu t'es dit, ok, je peux arrêter l'école, je peux gagner de l'argent. Ouais, c'est ça. Et puis à côté, du coup, j'ai toujours été quelqu'un qui portait des baskets. Je me suis intéressé très jeune. TN, Air Max, etc. Quand j'avais 8-9 ans, j'allais chez Foot Locker, j'étais très heureux, très content, etc. Et en fait, toujours on me demandait, ouais, mais où est-ce que t'achètes ça? Où est-ce que t'achètes ça? Comment tu l'as eu, etc. Et en gros, je vendais. En fait, tu vois, genre, il y avait des choses assez simples où, en fait, les gens ne s'intéressaient pas forcément à ça, donc ils en avaient envie, mais ils ne savaient pas où l'acheter. Donc, en fait, je l'achetais pour eux, puis je prenais une commission, moi, j'étais bien, ça me payait, en fait, ce que je consommais. Et dans cette période-là, du coup, comme je te parlais de ça, parce que comme je commençais à gagner de l'argent, j'avais un capital pour investir à mon échelle, à 14 ans, tu vois. Mais en gros... Attends, je te coupe juste. Ouais. Du coup, là, en fait, t'as fait tes missions, entre guillemets, en te faisant passer, entre guillemets, pour quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et après, t'es parti, justement, où t'as fait toutes ces négociations, où t'as acheté des choses, tu revendais, simplement. Je le faisais en même temps, en fait. Tu faisais tout en même temps. Ouais, en fait, le planning était trop bien. Tu commençais tôt le matin, puis tu finissais à midi, tu reprenais à 17h, puis tu finissais à... Ouais, puis en soi, à cet âge-là, t'as que ça à faire, parce que même tes potes, ils sont à l'école pendant que tu fais rien, en fait. Donc, ouais, moi, j'étais dans mon coin. Ok. Donc ça, c'était parfait. Et en fait, le fait d'avoir un peu de sous, forcément, j'achetais plus. Je revendais donc plus. Et genre, je me souviens qu'à 15 ans, en fait, ma chambre, c'était un dépôt, tu vois. Ma mère, elle hallucinait, elle rentrait même plus dans ma chambre, c'était n'importe quoi. Il y avait des colis partout. J'avais à l'époque un gardien, Bichette, mais je lui menais la vie trop dure, tu vois. Je sonnais chez lui tout le temps, genre, il y a un colis, il y a un colis, il y a un colis. Et puis à l'époque, t'avais le droit de le récupérer que le vendredi jusqu'à 15h, et le reste, je le récupérais le lundi. Mais c'était impossible pour moi, tu vois. Donc je trouvais 1000 moyens. À chaque fois, je disais que c'était urgent. Enfin bref, voilà. C'était l'horreur, mais c'était cool. Et au final, ça m'a fait gagner, je pense, une crédibilité où, tu vois, même encore aujourd'hui, peut-être 10 ans après, ou même plus de 10 ans après, j'ai des clients de cette époque qui me disent « Ah, mais putain, mais c'était toi, Dave, qui vendait sur Facebook à l'époque, etc. » Tu vois, moi, aujourd'hui, tu t'étais bâti une notoriété carrément sur les réseaux sociaux ou pas du tout forcément, c'était très... c'est le début des réseaux. Déjà, il n'y avait pas d'Insta. C'était très... c'est vrai qu'il n'y avait pas Instagram. Ça devait être le début, par là, à peu près. Ouais, j'ai créé une page Insta au bout de... Ouais, à 16 ans, 17 ans, tu vois. Avant, non, c'était Facebook, tu vois. On avait Facebook, c'était incroyable à l'époque, c'est la cour des miracles. Donc, puis on avait les groupes aussi. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, tu vois, de vendre à l'arrache comme ça sur Facebook, je trouve. Enfin, ça dépend quoi. Ouais, bah oui. Mais à l'époque, Marketplace, qui est quand même. À l'époque, tu pouvais vendre 10 fois plus facilement. Carrément. T'avais le fameux groupe Bon Plan Lyon qui était la cour des miracles lyonnais où on vendait tout et n'importe quoi. Et moi, en l'occurrence, à l'époque, je vendais, tu vois, sur Bon Plan Lyon, des baskets, etc. Enfin, c'était phénoménal. Ouais, c'est bien, comme ça met vraiment les détails de comment t'as commencé. En fait, tu faisais de l'achat-revente, en fait, simplement. Et c'est ça. Et petit à petit, après, bah voilà, cette expérience-là à la mairie, c'était cool. Je prenais du galon, je me retrouvais, tu vois, à gérer d'autres animateurs, tout ça, c'était cool.
le salaire allait bien avec, tu t'évoluais quand même pas mal quand t'étais dans ce milieu-là. Je pense que quand tu mettais de l'envie, en tout cas, moi, c'était cool. Et en fait, ça a duré 4 ans. Vers 18 ans, en fait, j'étais totalement en décalage avec ça, tu vois. Ok. Parce que moi, mon activité à côté d'achat-revente, ça cartonnait, tu vois. Et t'as des exemples, tu faisais quoi, chaussures, vêtements je faisais essentiellement de des luxe chaussures, aussi, des non, baskets. que des baskets. Des baskets ou tu vois, des vêtements à la mode. À l'époque, c'était plus ou moins le début de Palace, Suprême, etc. Et ouais, en fait, c'était pas compliqué, c'était juste que c'était un univers très niche. Mais en fait, nous qui étions là au tout début, on avait toutes les clés pour s'approvisionner et revendre à tout le monde, en fait, tu vois. Donc, nous, mes clients, c'était lycée en pair, en ville, etc. C'était génial. Ok. Voilà. Donc là, ouais, déjà, t'as mis un premier gros pied, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat. Ouais. Après, tu lances ça, enfin, tu restes là-dessus. Tu le fais toujours aujourd'hui, en fait, de ce que j'avais compris la dernière fois. L'achat-revente comme ça. Ah oui, tout le temps. Tu le refais. Ce que je te disais quand on discutait, je suis un marchand, en fait. Ok. Je peux vendre des bouteilles, des verres, des tables. Ok. Ce qui se vend. C'est génial. Du coup, c'est bien parce que tu as toujours gardé ça en parallèle, donc au moins tu as toujours un filet de sécurité, tu vois, sur ce que tu entreprends aussi. Carrément. Après, tu pars sur la période où tu commences à monter une salle de sport. Si c'est ça. T'as 18 ans. Ouais, c'est ça. Non, ouais. Ouais, je dois avoir 18 ans. Okay. Ouais, si, j'ai 18 ans. J'ai 18 ans parce que si, j'avais 18 ans. Et en gros, je parle de la rencontre. Vas-y, totalement. Okay. Ça, tout part de ça, en fait. Tout part plus ou moins de là. C'est vrai que ça part d'une rencontre. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une brocante à Oulin, voilà, la brocante de la Bachasse, où moi, j'ai grandi là-dedans. Mon père, c'est un éternel brocanteur, etc. J'en ai toujours fait. Et en gros, j'arrive devant la brocante, comme je t'expliquais, en DS21 Palace, voilà, à 18 ans. Donc, je suis un peu un ovni en arrivant comme ça. Et en fait, j'arrive pas à me garer, ça me saoule. Et je vois un mec qui garde un parking où il y a... ça arrive tout le temps. T'as plus de place nulle part, mais t'as toujours un parking avec une barrière ou un mec où il y a une voiture pour 50 places, tu vois. Ouais. Donc, je me mets devant lui et en gros, voilà, je commence à discuter un peu, à négocier. Et lui, il me fait super rire par son attitude, tu vois, très nonchalant, etc. Il me dit « Ah, elle est belle ta voiture, machin. » Bref, je négocie. En fait, j'arrive à rentrer. Et au moment de sortir, il m'interpelle et il me dit mais je la connais ta voiture. Et je lui dis ouais, non, je pense pas, je suis pas d'ici, etc. Et en fait, il s'avère que coïncidence de ouf, parce que moi à l'époque j'habite à Givors, dans le centre-ville, tu vois. Okay. Et en gros, lui tient la salle de fitness à côté vraiment de chez moi, c'est-à-dire que à pied, je mets à peu près 25 secondes à y aller. Et en fait, c'est comme ça que la connexion se fait, tu vois. Et il me dit, écoute, moi j'ai une salle de sport, en gros, si tu veux t'entraîner, donne-moi ton numéro, tu viendras faire un tour, etc. Bon, moi pour me débarrasser un peu du gars, tu vois, je lui dis, ouais, t'inquiète, tout pareil, allez, vas-y, merci pour la voiture, je me taille faire mes petites affaires, voilà, je fais ma petite brocante, je repars, et t'es toujours là, tu vois, il me dit, j'ai bien gardé la voiture, magnifique, machin, bref. Il t'attendait avec la signature pour l'abonnement. Et en gros, le lundi, donc ça c'était le dimanche, tu vois. Et en gros, le lundi à 8h, j'ai un numéro qui m'appelle, tu vois. Et je réponds toujours au numéro que je connais pas, machin, mais je réponds. Et en gros, c'était ce mec-là, tu vois, bon, on va pouvoir l'appeler, hein, Georges, qui me dit, t'es où ? Je dis, je suis à mon travail, quoi. Il me dit, et tu viens t'entraîner quand ? Je dis, je sais pas, un jour, tu sais, moi à l'époque. Puis t'as oublié, je pense, l'histoire. Ouais, genre, je m'entraînais dans une autre salle à Sportlight, j'étais content, voilà, je faisais des entraînements miteux, tu vois, tranquille, quoi. Au début du fitness, c'était en 2014, tu vois, voilà, donc c'était pas encore... Au début de l'appart fitness, c'était la même année, non ? Non, ça a démarré officiellement en 2011, les premiers clubs 2011, etc., enfin la franchise, etc., mais voilà. Et en fait, donc il m'appelle le lundi, bon, je l'envoie plus ou moins balader avec, tu vois, respect quand même, ouais. Parce qu'il faut savoir que le mec a 55 ans au moment où je le rencontre, tu vois. Moi, j'ai 18 ans. Et en gros, ce qui se passe, c'est que il me rappelle tous les jours de la semaine. Mais tous les jours. Et à un moment, j'en peux plus, en fait. Et je me dis, en fait, je vais aller m'entraîner juste pour qu'il me laisse tranquille, tu vois. Et j'arrive, et donc le mec, il est le même, tu vois, à l'accueil, il m'attendait. Ah enfin, tu vois, allez, viens t'entraîner, machin. Il me fait signer la séance d'essai, machin. Puis il faisait ça avec toutes les personnes en plus. Ouais, tout le temps, tout le monde en fait. Okay. Je comprends, en tout cas, quand je vois sa méthode de vente, qu'il le fait avec tout le monde, tu vois, c'est un fou. Oui, il vend, mais il est là pour vendre, tu vois. Un malade. Et en gros, je fais ma séance.
Bon, en sachant que le club était minuscule, qu'à cette époque-là, c'était pas vraiment la mode du fitness non plus, c'était surtout le début des cours co. Donc en gros, sa salle... C'était pas du tout démocratisé en plus. Voilà, il y avait un plateau de charge libre, moi, qui m'allait pas du tout, même si, bon, je faisais ça n'importe comment, parce qu'à l'époque, j'y connaissais pas forcément quelque chose ou quoi. Voilà, tu vois, moi, à Sportlight, il y avait plein de machines, il y avait plein de mecs chargés, ça m'allait bien. Voilà, c'était des bons exemples, je faisais la même chose qu'eux, j'étais pas trop gêné, donc parfait, tu vois. Ouais. Et là, je me retrouve dans un truc où, ouais, c'est un club d'anciens, quoi, tu vois. Et bref, je fais ma séance, et je pars, et je me dis, ça y est, tu vois, j'ai fait la séance, il va me laisser tranquille. Et 48 heures après, il me rappelle, tu vois. Et là, je dis, mais toi, t'es un fou, en fait. Genre, vraiment, t'es un fou. Je suis inscrit, c'est bon. Genre, c'est bon, tu vois. Non, même pas, j'ai fait ma séance. Non, t'étais pas inscrit. Ouais, je lui dis, oublie-moi, en vrai, tu vois, c'est bon. Et il me dit, ah non, faut que tu reviennes, t'as pas fait ton inscription. Et en fait, à ce moment-là, du coup, je me dis, bon, ok, le mec, soit je bloque son numéro, soit c'est un fou, tu vois. Mais tu sais que les apparts fitness, si on avait vers chez moi, c'était vers Villefranche-sur-Saône. Bah, et on a quelqu'un voilà, en commun qu'on connaît. Oui. Et je me rappelle, c'est vrai que les commerciaux, parce qu'il y avait le White Club aussi qui avait été formé plus ou moins un peu de la même manière. Exactement. Et c'est vrai qu'ils étaient là, à chaque fois ils t'appelaient, ça devenait tes potes, fort. Tu vois, ils t'appelaient tous les matins, tous les soirs, c'était trop. C'était incroyable. Mais ça marchait, au moins. Ouais, et du coup, bah, je me dis, ok, donc à cette époque, bon, je suis quand même assez confortable financièrement. Je me dis, c'est quoi, en vrai, pour qu'il me fout la paix, en fait, je vais prendre une carte, tu vois, je vais payer un abonnement, il sera content, le mec, il se la donne, vas-y, tu vois. Et en fait, il me prend au jeu, tu vois, parce qu'en gros, il est tellement sympa et je me rends compte en y allant une ou deux fois que ce truc-là, c'est pas un club, c'est une MJC, en fait, tu vois, et je me retrouve avec des gens tu vois, qui s'intéressent à toi, qui te parlent, et en fait, t'y vas pour faire tout sauf du sport, tu vois. Oui, c'est un club de vie, en fait. Ouais, c'est incroyable. Et moins aujourd'hui, je trouve. Et en gros, bah du coup, tout le monde se connaît, tu te lis vachement d'amitié avec tout le monde. Pour te dire, à l'époque, c'était les adhérents qui faisaient le ménage le matin, tu vois. Ouais. Genre vraiment, lui, c'est un génie des temps modernes. Il est trop fort. Et bref, et un jour, c'est vrai que moi, à cette époque-là, bah, j'arrête ce que je faisais pour le coup à la mairie et tout, parce que bon, bah voilà. Oui, t'avais fait le tour, je pense. Voilà. Ça allait 2 minutes, puis bon, je n'avais pas envie non plus que les gens se rendent compte de ci ou de ça, voilà. Donc, et je continuais à balle mon activité en fait de mon côté, tu vois, où je vendais des baskets, je vendais plein d'autres choses à l'époque. Et en gros, moi, avec mes petits sous, bah, mon père qui est dans l'automobile, il me faisait faire le début de mes premières affaires, tu vois. J'achetais comme, je t'expliquais la dernière fois, une 205 GTI, j'ai acheté 5000, j'ai revendu 12 000, tu vois, genre, oui, ainsi de avec 6 mois d'intervalle. Puis après, j'ai acheté une Mini, j'ai refait la même chose. Donc, franchement, j'avais un peu ce cheat code où j'avais pas peur de gagner de l'argent, il y avait rien de prendre des risques aussi, parce que là, c'est un gros risque que la majorité prendrait pas. Si demain tu dis à une personne achète la 5000, tu la revends 10, la personne elle va pas forcément le faire. Donc j'avais un peu cette facilité à me dire ok, faire de l'argent en fait c'est facile, tu vois, mais avec arrogance personnelle. Ouais. Je le montrais pas forcément ou quoi, mais j'avais pas peur de faire des sous. Et en gros, en discutant beaucoup avec ce gars qui fait, soit dit en passant, la même chose à mon père, qui n'a jamais fait de sport de sa vie, tu vois. C'est-à-dire qu'il l'appelle tous les jours, et vient. Et moi, je me retrouve à 18 ans dans une salle de sport avec mon père, ce qui n'est jamais arrivé. Tu vois, c'est mémorable. Ouais. Et en gros, et en fait, en discutant avec ce gars, on se retrouve à parler business, à parler ouverture de salle, etc. Enfin, c'est allé tellement vite où moi, en gros, il m'en parle. Je suis potentiellement intéressé sur le truc parce que bah, c'est intéressant sur le papier. Je vois ce qu'il fait, je vois qu'il est crédible. Et puis il a une vision des gens en tout cas qui m'intéresse, tu vois, parce qu'il s'intéresse aux gens, et moi ça m'intéresse de m'intéresser à des gens avec qui je discute. Forcément. Tu vois, donner de l'importance, etc. Tu vois. Là du coup il y a un moment où vous vous stickez entre guillemets pour faire l'association. Enfin, vous voulez vous associer à ce moment-là ou pas? Mais en fait, lui, il a déjà tout le truc en tête, tu vois. C'est-à-dire que lui, son plan est déjà fait en fait. Et bien sûr, si c'est pas moi, tu vois, c'était un autre. Ce sera quelqu'un d'autre, ok. Et c'est pour ça que je te pose la question, pour savoir s'il y avait eu vraiment une attache avec toi en spécifique, ou justement si son plan était défini. Non, après il y a une attache forcément. Ouais, on s'est lié d'amitié grave, parce que moi il me faisait trop rire, genre vraiment c'était un numéro. Et en gros, donc les choses se passent, on en discute, et il me dit bah écoute, si tu veux, j'ai peut-être un projet qui va arriver demain 6h à la salle, en gros, tu vois. Et là je me retrouve moi à 18 ans. À l'époque, bon, je roulais avec une voiture sympa, tu vois, je me faisais plaisir quand même. Je me retrouve à 18 piges, je me prends pour le roi du monde, je me retrouve à 6h dans une accueil de salle de fitness où j'y connais rien, avec un t-shirt stagiaire et à laver les chiottes.
Ok, mais là, vous étiez pas associés. Non, là, c'est un test. Il me dit, viens juste voir tu fais un test, en fait. Ouais, ou non, mais même pas. Il me dit, viens voir ce que c'est le boulot, tu vois. Moi, je pense que c'était un test. Et moi, comme je te dis, je suis quelqu'un qui tryhard. Donc, tu vois, s'il me propose un truc, je vais lui montrer que lui, il peut avoir 55 ans. En fait, je le démolis. Je suis plus fort que toi, tu vois, en vente, en tout ce que tu veux, tu vois. Donc, je le prends comme un challenge et en vrai, je me la donne, tu vois. Donc, il me donne rendez-vous à 6h, j'arrive à 5h45. Donc, il arrive ouvrir la salle, j'étais déjà là. Et puis, tu vois, j'excelle dans tout ce que je fais parce que c'est juste par ego de lui montrer que t'inquiète, tu vois, je gère. Et pendant ça une me fait semaine. penser aux films tu sais, un peu les films de sport où t'as le sensei, il lui dit demain 6h avec ton sac de sport. C'est un peu ça, c'est ça. C'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi ensemble, tu vois, en ce moment. À cette époque, on a quasiment 40 ans d'écart. Ouais, c'est ça. C'est oufissime, mais tu vois, c'est ça. Et puis je pense qu'à cet âge-là, t'as tellement une grande sagesse à force que il le sait, si t'es pas là le lendemain, il sait que c'est pas toi. Tu ouais. Puis t'as une espèce de fougue, tu vois, t'as envie de y aller. Puis ça commence à me plaire parce que, tu vois, les gens, ils se posent des questions, qu'est-ce qu'il va faire, machin. Et puis lui, il explique aux adhérents, bon, bah voilà, on regarde pour monter un club, etc. Bon, tu vois. Et même ce jour-là, je me retrouve à faire un cours de RPM, tu vois. Genre vraiment, la journée est détruite. C'est que moi, j'ai jamais fait de cardio de ma vie à ce moment-là, tu vois. Je suis un musculeux à 2 balles, voilà, et je me retrouve à faire un cours de vélo pendant 45 minutes et perdre 2000 calories avec des gens qui crient sur un vélo. Voilà. Okay. Donc voilà. Et à la fin de la première journée, je me dis, c'est quand même sympa, tu vois, parce que je retrouve un petit peu ce que j'ai connu dans l'animation. Je me dis que tu fais un réseau de malades et puis après, bien évidemment, je regarde aussi l'aspect financier, comptable, etc., où j'ai pas une énorme connaissance, mais voilà, je suis autodidacte et je vois qu'en effet, sur le papier, en gros, lui, le club, il avait acheté 1 euro symbolique plus les dettes. Il y avait quand même pas mal de dettes et qu'en 8 mois, il avait effacé 50 voire 60% des dettes, tu vois. Okay. Donc je me dis, ah ouais, franchement, ok, c'est carré, tu vois. Et en gros, on discute un peu plus profondément. Il me parle d'un projet à Brignais, machin. Mon père est dedans aussi, il lui en a parlé parce qu'il sait qu'on va le faire tous les deux, etc. Voilà, moi, je suis très lié avec mon père de toute manière. On fait tout ensemble dans la vie, etc. Donc voilà. Et en fait, l'histoire, elle se fait en 2 minutes et demie. Où en gros, je me retrouve au tribunal du commerce de Lyon à en fait, à la barre, plaider qu'on va reprendre un club. Qu'on va le moderniser, qu'on va garder les salariés, etc. Donc en fait, je fais un vrai bond dans l'entrepreneuriat. Ouais, là, c'est le vrai moment. Ok. Et t'as toujours ce moment de flottant où tu vois, où le commissaire, le responsable de la liquidation, il te pose des questions, tu vois, tu te démontes pas. Moi, à cette époque-là, j'ai quand même un petit ego. Je me dis, bon, bah voilà, je vais me le faire, quoi. Lui, tu vois, il ouvre la bouche, je lui dis, lui, ok, il s'est levé pour moi ce matin, tu vois. Et donc, on lui raconte monts et merveilles. À ce moment-là, je pense que du coup, mon futur associé, il comprend que je suis un peu fou aussi dans ma tête, tu vois, et que, vas-y, j'y vais, tu vois, j'y vais. Tu peux expliquer les détails parce que là, c'est vous rachetiez une salle de sport. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe au niveau process exactement? T'es obligé de faire une sorte de business plan de comment tu vas reprendre le business? Tu fais comment ça se passe exactement? Tu montes un projet aussi. Ok. En sachant que déjà, tu montes un dossier bancaire parce qu'à l'époque, nous, on voulait chercher du financement. On l'a pas eu, hein, évidemment. Ouais. Mais, et puis, tu montes un projet de reprise. Ok. Où, en gros, tu expliques que s'il y a 6 CDI, tu vas reprendre les 6 CDI et puis tu vas les payer de cette manière-là. Que s'il y a du produit perdu, notamment dans le fitness, la grande mode de ceux qui déposaient le bilan, comme je t'expliquais, c'était d'encaisser des abonnements vite avant la fermeture. Oui, c'est vrai que les gens, en fait, ne pouvaient pas jouir de leurs prestations, tu vois, parce que les salles étaient fermées. Donc, nous. c'est quasiment c'est presque de l'arnaque. C'est de l'arnaque pure et dure. C'est de l'arnaque pure et dure. Et en fait, nous, ce qui nous sauvait à chaque fois, ça a été pareil, parce qu'on n'a pas repris qu'un club en liquidation, on en a repris pas mal, tu vois. Et en fait, nous, ce qui nous sauvait à chaque fois, c'est qu'on prenait la charge financière d'honorer un abonnement. Okay. C'est-à-dire que le mec qui avait payé à quelqu'un d'autre que moi, je recevais pas d'argent, mais par contre, j'honorais son abonnement. S'il lui restait 13 mois d'adhésion, il avait 13 mois d'adhésion. Et ça avait plus de pouvoir que de garder la masse salariale ou par rapport au... Il fallait les deux. Aujourd'hui, on est dans un contexte social compliqué. Oui, aujourd'hui, voilà. Oui. Ouais, mais surtout qu'à cette époque-là, c'est quand même le fitness indépendant. Là, aujourd'hui, on n'a plus que 5 acteurs dans le marché, en tout cas à Lyon, qui sont des franchises. Ouais. Tu n'as plus d'indépendants en réalité. C'est vrai. À l'époque, c'est le début de la fin des indépendants. Donc tu as beaucoup de coachs aussi qui n'ont pas le même âge que les coachs d'aujourd'hui. Moi, je me souviens d'une personne face à moi qui est coach à 53 ans. Ce qui n'existe plus aujourd'hui. Moins, ça commence à revenir un peu. Ouais, mais c'est rare. C'est très rare. Où ils vont être à domicile et pas dans les salles de sport. Et c'est pas des coachs comme tu as maintenant. Tu vois, c'est des coachs. T'en avais une qui était spécifique CAF,
une autre Pilate, merveilleuse en Zumba, tu vois. C'est vraiment très compliqué. Et bon, alors moi déjà, j'arrive à 18 ans là-dedans. J'ai juste pas de passé sportif, à part que je fais de la muscu toutes les semaines, tu vois. Excuse-moi, juste pour la fin du process, du coup, quand tu reprends une boîte, tu restes juste sur ces paramètres-là. Ouais, c'est ça. En fait, tu poses ta candidature, voilà, et en fait, tu proposes un montant. Ok. Le liquidateur judiciaire, il va regarder soit si le montant est bien élevé et que ton projet tient la route, soit nous, pour le coup, on pariait sur des montants de rachat bas, mais par contre, sur un projet social intéressant, sur un projet d'honorer des abonnements intéressants, etc. Tu vois. Donc, ça pesait toujours beaucoup dans la balance parce qu'aujourd'hui, un mec qui rachète 100 000 € une boîte, mais qui vire les 10 salariés qu'il y a dedans et qui récupère 50 000 € de produits perdus, bah en fait, c'est pas. Ça pèse pas. C'est sûr. Le plus important, c'est de garder l'humain, c'est d'honorer les gens. Il y a moins de reprises pour eux parce que derrière, tu sais, dans une liquidation, il faut. Le client qui a perdu son argent, il va le réclamer auprès du liquidateur judiciaire. Normal. Là, en l'occurrence, lui, le projet, il était tout fait puisqu'on honorait tous les abonnements. Ce qui était un challenge monumental. Hein. Non, puis c'est une bonne stratégie parce qu'en soi, toi, t'es pas obligé de. Comment tu rapporteras pas. Enfin, t'es pas obligé de remettre de la trésor pour. Tu seras toujours plus obligé de remettre de la trésor pour payer une masse salariale que des abonnements parce que c'est un service. Ça. Dans tous les cas, ils utilisent les installations, tu vas avoir un peu de frais, mais c'est. Après, de toi à moi aussi, à cette époque-là, on pouvait pas mettre plus cher parce qu'on n'avait pas les fonds nécessaires pour proposer plus. Il y a un montant à mettre sur la table, il y a des énormes travaux à faire dans le club. Enfin, c'est un projet de malade. Hein. Moi, je me retrouve dans un truc à 18 ans, un peu à l'aveugle. Ok. Où, je suis dedans pour très longtemps et il y a un vrai truc à faire. Ok. Donc voilà, arrangement, etc. On gagne l'offre en fait. Donc on se retrouve, c'est expéditif. C'est-à-dire que on te répond 48 heures après, tu récupères le bébé. Ok, c'est rapide. Ah ouais, tu vas au tribunal, on te donne les clés. Allez, bon courage. Il y a 2 voitures en loc qu'il faut rendre dans 2 mois. Vous avez 5 salariés qui vous attendent là-bas et vous réouvrez le club demain à 9h. Ok, au moins c'est rapide. Ah, c'est rapide, mais tu te retrouves dans un truc où en fait, t'arrives chez quelqu'un d'autre. En gros, tu vois, parce que le mec, lui, il a liquidation judiciaire, quoi, donc il y a tout. Oui, puis dedans. je pense en plus quand tu récupères une société comme ça, c'est pas comme quand tu revends une société où la personne elle va te laisser les choses, c'est bien fait, c'est bien propre, là t'arrives, tu dois tout dégrossir. Ouais, exactement. Et donc, pour te faire les grandes lignes, on réouvre ce club, et en fait, on arrive à recréer le même esprit que ce qu'il avait créé à Givors, simplement avec ma touche à moi, du coup, qui est plus jeune et plus dynamique, je pense. Et en fait, il y a eu une alchimie de ouf. Les adhérents étaient honorés et au final c'est réellement ce qui a participé à sans aucune je vais même pas réfléchir à 100% de la réussite de ce club, c'est d'avoir honoré les abonnements des gens qui avaient payé pour rien parce qu'en fait ils nous étaient d'une telle redevabilité que l'investissement qui se donnait pour ramener du monde, mettre de la bonne humeur, nettoyer le club, nous aider pour les travaux, bref, faire en sorte que l'histoire soit merveilleuse. C'est vraiment une très bonne stratégie. Enfin, je sais pas si vous l'aviez. C'était même pas une stratégie. Ouais, vous l'aviez même pas calculé en fait. On savait pas qui on reprenait. Nous, on n'avait jamais vu d'adhérents de ce club-là, tu vois. C'était un club de bodybuilders un petit peu à l'époque, avec des anciens, tu vois. C'est à Brigné, Chaponneau, commune calme, tout ça, tu vois. Bon, je suis de là-bas, je connais bien. Et pour le coup, dans les adhérents, je connaissais personne, tu vois. C'était vraiment un autre monde. Mais c'est merveilleux ce qui nous est arrivé. Et en gros, on se lance comme ça. Donc, on fait des travaux la nuit. Les adhérents ils reviennent le lendemain matin. Voilà, on professionnalise un petit peu le club. On le modernise petit à petit, mais vraiment petit à petit. Vraiment. On n'était pas du tout au code la part du début. Par contre, il y avait un degré d'engagement dans le club. Qui était. C'était moi, je commençais mes journées. C'était une partie de plaisir, mais monumentale. Tu rencontrais du monde toute la journée et tu vivais des vrais trucs. Comme je t'expliquais, nous, le club, tu rentrais. C'était tireuse à bière, Beaujolais nouveau. Les mecs, ils arrivaient à 8h au café, ils repartaient à 13h. C'était un bar tabac, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment la réflexion que je me faisais. Pour le coup, tu vois, mon grand-père qui avait tenu un bar tabac très longtemps dans sa vie. Et quand je discutais un peu avec lui au téléphone, tout le temps, il avait ce truc de me dire alors, il va bien ton bar tabac, tu vois. Franchement, c'était incroyable. Mais après, ça rejoint vraiment en fait ce que tu as fait. Enfin, ton parcours, si tu veux, il est ultra cohérent dans le sens où t'étais en MJC au tout début. Tu faisais un peu, c'est des clubs d'animation de toute façon. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense plus les écoles primaires que les MJC, mais c'est relativement la même chose. C'est de l'animation pure et dure, tu vois. Donc en fait, tu reflétais à chaque fois la même chose. Ouais, c'est un peu ça. Super intéressant. C'est un peu ça. Ouais. Et bref, du coup, le business se passe quand même sacrément bien. C'est-à-dire que nous, le club, il est rentable. On parle 6 mois peut-être, tu vois, où le club est rentable. Ok, là, t'as toujours 18 ans.
J'ai... Ouais. En vrai, au bout de 6 mois, ouais, bah oui. Donc, bref, tout se passe bien. Il y a déjà des projets de deuxième ouverture parce que nous, c'est une association qui fonctionne, tu vois. On s'adore, on prend du plaisir à bosser ensemble. Et l'association, du coup, c'est la personne du début, Georges, je crois, t'avais dit. Georges, c'est ça. Donc, vous faites 50-50. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis moi, après, je m'arrange avec ma partie parce que mon père a participé financièrement pour m'aider. Voilà, le projet, on l'a instruit tous les deux, c'était cool. Tu vois, on s'est retrouvés de nouveau parce que moi, toute mon enfance, je l'ai passé avec lui. Donc, on se trouve dans un truc tous les deux à kiffer. Lui, il est jamais là, hein, mais il passe le soir. Mon père n'a jamais fait de sport, mais il passe le soir, il se met sur un elliptique et en fait, il parle aux gens. Comme moi, tu sais, on est des animaux sociaux. Et on parle, on lie d'amitié avec des gens. Enfin, c'est extraordinaire, tu vois. Et tu penses qu'il a eu un rôle parce que tu vois, il y a tous les business qui sont pas forcément couronnés de succès, comme on en discutait une fois. Et tu penses qu'il a eu vraiment un rôle un peu formateur, ton père, vu qu'il était pas mal dans l'entrepreneuriat, ou pas du tout? Bah, dans ma jeunesse, carrément. Mais je veux dire, même quand t'étais dans les salles de sport à ce moment-là. Non, pas trop. Non, parce que non, parce qu'il a un modèle lui de gestion qui est propre à lui, tu vois. C'est c'est pas dans le conventionnel. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mon père, je vais donner un exemple très rapide, hein, mais tu lui disais les mecs ils doivent venir avec une serviette. S'il y a un mec qui vient s'entraîner sans une serviette, nous on lui disait bon bah vas-y tiens je t'en prête une, puis la prochaine fois t'y penses. Ah non, mon père il le dégageait, il le prenait, il le dégageait comme en boîte de nuit, tu vois. Mais sans vouloir faire mal. Pour lui, c'est normal. Tu vois, c'est normal, genre. Il me dit, bah quoi, il a pas sa serviette. Je suis, mais. Oui, c'est une règle, quoi. Voilà. Voilà. Donc, au final, moins il était dans les clubs, mieux on était, même s'il nous a fait des trucs extraordinaires, parce que, voilà, il est à moitié fou et merveilleux, mais voilà, on s'est bien amusé. Pour revenir un petit peu plus sur le business, ça se passait super bien. Il y avait plein de projets d'ouverture. Et là, t'avais l'histoire, ça c'était en off qu'on se l'était dit, mais c'est où t'avais, enfin, tu pars sur cette aventure entrepreneuriale au début sur l'ouverture de la première salle, et t'es pas sûr de rester à la fin. Au bout de 2 ans, parce qu'il y avait un bail limité. Alors, exactement. En fait, ce qui se passe, et le plus dur dans ce projet, hein, c'est le plus gros risque que j'ai pris à l'heure actuelle dans ma vie, je pense, c'est qu'en fait, on reprend une boîte dans laquelle on n'a aucune certitude de rester, puisqu'en fait, il y avait des cessations de paiement au niveau du loyer. Et donc la fin du bail 369 qui était actée. Et en fait, au moment de la signature, on doit renégocier avec le propriétaire des murs le bail. Et en l'occurrence, on arrive dans un bureau très bien placé, où en gros, le mec nous explique tout son parcours. Il a 8 assistantes avant qu'on arrive à lui. Et en fait, c'est un magistrat lyonnais qui a plein d'immobilier industriel un petit peu partout, dont la moitié du parc route du Dôme, ce qui est monstrueux, tu vois, et chapeau à lui. Et en gros, le mec, aujourd'hui, j'ai jamais rencontré d'humain comme lui. C'est-à-dire que le mec, tu lui serres la main, il s'en fout, mais incroyablement, tu vois. Il est capable de te serrer la main en te regardant dans les yeux, en te faisant comprendre, je m'en fous. Voilà. Donc, très gênant, très compliqué. Et en fait, il nous dit, bah écoutez les gars, c'est très clair, moi j'ai tout mon plan, votre petite salle de merde, vous allez la monter, il n'y a pas de souci. Mais en gros, je veux aucune emmerde sur mon parking, parce que, bon bref, la configuration fait qu'il y avait plein de boîtes autour, et qu'en effet, nous, on avait beaucoup de monde, la salle avant avait du monde aussi, et que le parking, comme toutes les salles de sport, c'est un enfer. Voilà, qu'on se le dise, c'est un enfer. Et en gros, il nous dit, votre petite salle de merde, en gros, vous allez la monter pendant 2 ans, je vais vous faire un bail précaire, je vais vous arranger sur le loyer. Au bout de 2 ans, c'est mon pote qui est à côté, TK Limite, qui est en gros, qui bosse pour Airbus, qui fait des pièces aérospatiales, machin, et des pièces d'avion, qui va reprendre votre local. Ok. Et en fait, moi, à ce moment-là, je prends une frappe totale. Donc, on se fait un débrief avec, à l'époque, le propriétaire de l'appart, l'associé qui est en charge du développement, mon associé, mon père et moi. Et en fait, nous, on a tous des dettes d'enterrement, et le seul qui a le sourire, c'est mon père, tu vois. Et en gros, on lui dit, mais c'est une cata. Hein. Et il nous dit, ah non, mais pas du tout. Il me dit, moi, les mecs comme ça, tous les matins au petit-déj. Mais vous verrez, le bail, je vais l'avoir. Ok. Donc, il réorganise un rendez-vous. On lui dit, bah écoute, c'est quoi, fais un bulbuni avec lui. Parce que nous, franchement, on était moi, en tout cas, j'étais sûr à 100% de pas le faire. De pas avoir la solution aussi. Tu peux pas mettre 100, 200, 300 000 euros d'investissement pour un truc que tu finis dans 2 ans. Dans 2 ans, c'est pas possible. C'est sûr. Surtout que lui, tu lui laisses l'investissement, les travaux, la clim, le machin. Tu vois. Donc bref, il se passe ce qui se passe, il fait le rendez-vous en off. On est assez stressé, hein, parce que comme je te dis, c'est un personnage très emblématique, mon père. Et en gros, il sort du rendez-vous tout sourire. Et ben nous, du coup, tu vois, ça nous donne un peu d'énergie. On se regarde et on se dit, mais merveilleux, putain, il a réussi. Et en fait, il nous dit, bon les gars, on est refait.
alors, on a 6 mois de gratuité de loyer. On a un bail précaire de 2 ans. Et en gros, on peut ouvrir demain. Et là, on se regarde tous et on se dit, mais il est complètement malade. Et j'ai signé le bail. Ok. Ouais, donc pas de choix, quoi. À ce moment-là, la boîte n'est pas créée, rien, enfin, tu vois. Et on lui dit, mais un bail précaire, on est mort. Et mais là, c'est toujours sur la reprise de l'ancienne salle. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on est propriétaire de la société. C'est-à-dire qu'on a repris la société, mais on doit recréer la boîte qui va s'appeler, c'était SAS Brigné Chaponneau Sport, machin, qu'on a monté, bref. Et en gros, il revient avec un bail. Je me dis, mais t'es fou, c'est un bail précaire, dans 2 ans, on est mort. Il dit, mais les gars, vous inquiétez pas. Et en fait, il arrive à nous convaincre, de par son optimisme, qu'en gros, au pire, c'est pas grave, on va déménager, tu vois. On va créer un truc de fou pendant 2 ans. Moi, je vais tout faire pour qu'il nous fasse un bail. Et en gros, tranquille, ça va le faire. Ouais, puis s'il a l'expertise du business, en vrai, il voyait le potentiel aussi, tu vois, de ce que vous pouviez faire. Donc je pense en fait, peut-être qu'il était serein. Moi, il m'a toujours prouvé que si tu te le dis en toi, ça arrive, tu vois. Et je vois ce que tu veux dire. Je pourrais te donner 8 heures de podcast d'exemple de mon père qui dit dans ce moteur-là, c'est un 823 chevaux, et t'as un mec de chez Ferrari qui te dit non, c'est 821, et c'est mon père qui a raison au final, tellement il s'est convaincu du truc. Je sais pas qui est au-dessus de lui. On a tous peut-être un ange gardien, tu vois. C'est monumental. Okay. Et bref, donc on part dans ce truc-là, et en fait, le bonheur de l'ouverture et le fait que ça marche, on oublie totalement l'histoire du bail. En vrai, totalement. Ouais, vous étiez sur votre nuage, tout marchait bien. On réfléchissait déjà à ouvrir la 2e, la 3e, la 4e, machin. C'était incroyable. Et arrive au bout de 6 mois de la fin du bail, tu vois. Et moi, en gros, au bout de 6 mois de la fin du bail, comme je t'explique, je tombe très malade, mais vraiment. Et en fait, je me coupe un petit peu de tout ça. On y reviendra peut-être après, mais je prends mes distances. Et mon père s'occupe du bail. Parce que là, mon associé, il se retrouve avec un associé à l'époque, j'ai 19 ans. Je suis extrêmement malade. Il m'arrive une pépite monumentale. Et plus de bail. Donc, plus personne. Moi, à l'époque, je suis un peu le financier de tout ça. Lui, c'est tu vois, celui qui met en place, qui monte les clubs. Puis moi, je les finance. Et en gros, du coup, mon père repart au casse-pipe. Et en fait, à ce moment-là, il fait un move de génie, mais de génie total. Comme je t'expliquais, c'est qu'il transforme une mauvaise nouvelle en une nouvelle incroyable. Et en fait, il se met autour de la table avec la personne que tu disais. Le fameux propriétaire. Ouais. Et il le pique sur le seul point qui est commun à tout être humain, c'est la famille. Et en fait, comme tout être humain, le mec, il a des enfants, voilà, et il se met face à lui, droit dans les yeux, et il lui dit, écoute, c'est simple, moi j'ai un fils, là, à l'heure où je te parle, il est en train de crever. Non, il est en train de crever. Et si en plus de ça, toi, tu me dis que là, je pars sans bail, quand je vais aller le voir à l'hôpital et que je vais lui dire que j'ai pas le bail, il va mourir encore plus vite. Donc c'est soit tu me donnes un bail, soit toi, tu vas vivre avec ça toute ta vie. Et en fait, il le bloque, c'est-à-dire game over, sur le seul truc où le mec, il a aucun argument. Zéro. Ouais, totalement. Zéro. Il joue en même temps, c'est il en joue, mais intelligemment. Mort, tu vois, c'est que moi, je suis dans un truc où là, ma vie s'effondre totalement, ce qui est réel. Il invente pas une histoire grosse. C'est réel. Et le mec sait que c'est vrai parce que il a des amis à lui qui s'entraînent dans le club. Tout le monde est au courant parce que du jour au lendemain, on ne voit plus, machin, tu vois. Et en fait, il rentre avec un bail. Oui, il a toute la solution. Il a négocié avec le mec. Où en fait, nous, à l'époque, on avait 2 salles de courco. On coupe un couloir. En fait, on crée un couloir au fond. Plus, on avait un espace en sous-location qu'on arrête, on vire la personne, et en fait, on lui donne cet espace-là. Et on change pas le prix de notre loyer. Donc, en gros, le mec qui avait la boîte, qui travaillait avec Airbus, il récupère peut-être 100 mètres carrés de plus sur les 2300, tu vois. Et en gros, ils se mettent d'accord comme ça, parce que même le mec de TK Limite, mon père, il lui droit dans les yeux, le local, j'explique, c'est à mon fils, tu l'oublies, il est pas bien, tu sais ce qui est en train de lui arriver, mon fils, vous l'oubliez. On en reparlera si la tragédie, elle arrive, en gros, tu vois. Et c'est ce que je t'expliquais, d'arriver à transformer une nouvelle aussi terrible en une bonne nouvelle et l'utiliser pour moi avec intelligence, je trouve ça merveilleux. Je suis admiratif. Parce que là, du coup, il revient avec un bail et ça y est, on est officiellement dans le step de... Ouais, là, c'est OK, c'est acté, t'es en place. Ça y est, c'est à nous, tu vois. Ça y est, c'est à nous, on a un 369, on a un fonds de commerce, on peut revendre la salle demain si ça nous chante, tu vois. On va pouvoir peut-être aller voir des banques pour enfin mettre la clim au bout de 2 ans, enfin, tu vois. Voilà. Voilà où on en est. Ok. Donc c'est merveilleux. Tu veux expliquer un petit peu, après on peut le faire en off là, n'importe. On peut couper de toute façon.
Mais tu veux expliquer un peu ce qui t'est arrivé ou pas au niveau maladie? C'est toi qui me dis si en vrai, ça peut être intéressant parce que... Enfin, moi, je trouvais ça dingue quand tu me l'as raconté dans le sens où t'es là, tu t'es battu... tu t'es battu à 24. Tout ça, donc il n'y a pas de... Bah, vas-y, go. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui t'est arrivé du coup pendant cette période-là où t'as frôlé la mort et c'est réel pour le coup? C'est pas vraiment frôler la mort en soi, parce que c'était pas quelque chose qui tuait en soi de manière instantanée. En fait, en gros, ce qui s'est passé réellement, c'est que, je vais te faire un petit peu toute l'histoire. En fait, j'avais toujours une gêne quand je faisais du sport, parce que pour le coup, j'ai commencé à avoir une salle de sport, donc je faisais beaucoup de vélo. Mon associé était dans le cyclisme, la course, etc. Moi, je faisais beaucoup de cours de RPM, du vélo, etc. Et en fait, c'est vrai que j'avais toujours une gêne au niveau de l'œil droit, très importante, où pour le coup, j'ai jamais eu de problème de vue, toujours une très très bonne vue. Mais par contre, dès que je faisais du sport, je voyais absolument rien d'un œil. Donc ça, tu vas chez un ophtalmo, tu vois. Et en gros, j'ai fait peut-être 10 rendez-vous chez l'ophtalmo. En soi, j'ai pas d'autres problèmes que ça, sauf des petits problèmes à 2 balles. Et en gros, jusqu'à tomber un jour chez un ophtalmo, qui prend le truc un peu plus au sérieux, en fait. Voilà. Mais moi, je le prends pas au sérieux, du coup, parce que je viens de m'en taper 10 qui m'ont dit, allez, en gros, le dernier, il m'a dit, en gros, arrête de faire du sport, quoi. Je suis génial, c'est mon métier, tu vois. Et en gros, le dernier, il me dit, oula, c'est peut-être un peu plus grave, on se reverra. Ok. Ma vie suit son cours, tout va bien. À l'époque, je sortais avec une fille, c'était mon premier amour, tout allait bien, etc. Et comme plus le business qui tournait. Voilà, c'était merveilleux. Tu vois, moi j'avais 19 ans, une belle voiture, voilà, j'avais du business, je connaissais déjà un peu du monde, tu vois. Donc c'était cool. Meilleure période ever, tu vois. Et en gros, je fréquentais le club de rugby de Saint-Genis-Laval par rapport au père de cette fille. Le père de cette fille, légende, l'international, il a joué avec Serge Blanco, machin, c'était la vedette, et puis un humain extraordinaire. Et en fait, dans ce club-là, moi je découvre un peu un monde que je connais pas, le monde du rugby, tu vois, où je me prends des olives, des machins, enfin bref, voilà, et où je découvre des personnalités incroyables, dont un mec qu'on surnomme le Doc, qui est en fait le Dr House français, qui travaille à l'hôpital de la Croix-Rousse, et en fait, qui a une double personnalité de mec totalement perché, rugbyman, gnangnan débile, mais qui à côté de ça est l'un des plus grands médecins européens, reconnu mondialement, etc. Et en fait, ce mec, un jour, tu vois, alors je pense que mon ex-beau-père lui a déjà parlé que j'avais des problèmes au niveau de la vue, machin, parce que je voulais jamais jouer au rugby, et c'était vrai, tu vois, parce que je voyais pas les mecs arriver, donc il me défonçait. Okay. Et en gros, je pense qu'il a peut-être pris ce truc au sérieux, mais un jour, on est en train de fêter une victoire. Je me retrouve à une 3e mi-temps de rugby. Et il me regarde, et je le vois changer de visage parce qu'il devient sérieux, et il me dit, toi, t'es malade, t'as un gros problème. Alors là, je me dis, ok, je suis le doc, toi aussi, t'es malade, t'es un vrai doc, t'es complètement fou, tu vois. Ouais. Et il me dit, écoute, viens, l'hôpital de la Croix-Rousse, mardi, 15h, non, c'était un vendredi, 15h, tu me fais un IRM. Bon, ok. J'arrive, j'y vais, machin, je fais un IRM. Moi, à l'époque, les hôpitaux, les machins, je veux pas en entendre parler, je déteste les cachets, je prends pas de médicaments, je piqûre hors de question. Donc voilà. Et en fait, je fais un IRM, horrible. J'attends 20 minutes le médecin à la fin, qui arrive dans la pièce, voilà, tout gentil, de bonne humeur, médecin sympa. Il me dit, comment ça va aujourd'hui, machin. Et puis là, il ouvre le dossier, il devient blanc, comme la table. Et il me dit, ok, vous allez attendre 48 heures. Et là, je lui dis, non, en fait, monsieur, déjà, là, je comprends même pas ce qui m'arrive. Donc non, vous allez me dire ce qu'il y a. Et il me dit, non, vous allez tout recevoir chez vous, il y a un médecin qui va vous appeler, etc. Bon, ok. En plus, ça fait stresser parce que tu vois le mec horrible. Avec sa tête comme ça, c'est abusé. Et en fait, à cette époque, moi, j'ai mes meilleurs amis d'enfance, on a une belle bande de potes, et en fait, ils sont tous soit en première, deuxième, troisième année de médecine, en gros, tu vois. Et là, je reçois les résultats à la maison, 3 jours après. Il n'y a aucun médecin qui m'appelle dans les 48 heures comme il me dit. Donc là, je rentre dans une parano où je vois des mots dans la conclusion de l'IRM, où je le tape sur Internet. Et là, je me dis réellement, ok, bon, toi, en fait, t'es mort. J'en parle à mes potes qui s'inquiètent aussi parce que ils sont pas médecins. Ils sont en première ou deuxième année de médecine. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des trucs qui les dépassent, total. Et en fait, je commence à me faire à l'idée. J'en parle un petit peu autour de moi. Mais tu sais, je me sens vraiment mal parce que je me dis, ok, c'est la fin de mon monde, quoi, tu vois. Ouais. Et en gros, là, j'ai un médecin qui m'appelle. Alors, un médecin, je savais même pas que ça existait, mais un professeur Vukic, de l'hôpital Pierre Wertheimer de Bron, l'hôpital neurologique,
qui me dit, très gentil au téléphone, hein, qui me dit « Bonjour, monsieur Sirkira, je suis une collègue professeur Sève, voilà, le fameux doc. Je vous attends, en gros, il était 10h quand elle m'appelle, je vous attends aujourd'hui à 15h à l'hôpital neurologique, prenez des affaires, vous allez passer un peu de temps chez nous. » Alors là, bon. Et puis ils te disent rien. Rien, je suis choqué. J'arrive du coup à l'unité 101, je prendrai toute ma vie. Et là, en fait, j'arrive pour la première fois de ma vie, je me suis fait opérer des dents de sagesse, des amygdales, des conneries. Mais pas de cet aspect-là de la médecine, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Déjà un hôpital miteux, vraiment pourri, les pauvres. Et en gros, je suis dans une chambre avec un mec qui a 70 ans, qui est lui-même médecin, qui a une maladie que je connais pas, et en fait, qui est alité, qui parle pas, tu vois, qui est incontinent, qui est désagréable. Je me dis, waouh, tu vois. Et moi, à cette époque, la fille avec qui je sortais, en plus, elle est aux États-Unis pour un stage, j'envoie des messages, elle s'en contrefou, ce qui est normal. Elle a 18 ans, elle est aux États-Unis, elle est en boîte tous les soirs, elle vit sa meilleure vie, tu vois. Et j'en parle pas à mes proches, tu vois, je fais ma vie, je préviens juste que ce soir, je suis pas trop joignable, machin. Et là, j'arrive à 15h, du coup, ils me mettent dans la chambre d'hôpital, j'ai plein de médecins qui viennent me voir. Il y a bonjour, mais c'est tout. Et en gros, on va faire des examens. Ok. Et là arrive la fameuse épreuve de la ponction lombaire. Okay. Où moi, grand phobique des piqûres, je vois une piqûre comme ça arriver. Et en fait, c'est juste pas possible, c'est un calvaire. Ils mettent 20 minutes à réussir à me piquer, où les jambes, elles montent en l'air tellement ça me fait trembler, paniquer. Elle arrive à me piquer, je m'évanouis instant, ils me font la ponction lombaire. Ok. Et ils me laissent tranquille le soir parce qu'ils voient que moi je suis vraiment en PLS, quoi. Voilà, je suis pas un mec du médical, je suis pas, je vais jamais chez le médecin, j'ai même pas de médecin traitant, tu vois, voilà. Et surtout elle me dit vous avez pas des proches et tout, je dis mais moi mon père, je vais l'appeler pour lui dire je suis à l'hôpital, il va me dire mais qu'est-ce que tu fais, tu sais, feignant, va travailler, quoi, tu vois. Et c'est mon éducation en tout cas à ce moment-là, tu vois. Et donc je passe une nuit horrible, j'ai même pas la télé, tu vois, je suis sur Facebook, machin, bref. Je sais pas ce que t'as, quoi. En fait, c'est toujours ça aussi, le truc. Je suis dans l'inconnu, alors je commence à me faire des hypothèses parce que tu vois, j'arrive dans une unité où en fait, je me rends compte que tous les mecs ont la même maladie, que sur les panneaux, il y a la même pathologie aussi, et puis en fait, j'ai un moment troublant où ils ont fait une campagne de prévention où en fait, ils parlent de plein de petits symptômes, et en fait, je passe devant et je me dis, oh putain, tu vois. Ouais. Bref, je commence à avoir très très chaud, tu vois, très très chaud. Et lendemain matin, 8h, ils arrivent. Alors moi, je suis meilleur moment de la journée, je suis un mangeur de ouf. Petit déj de l'hôpital, meilleur truc du monde. Les tartines, le pain dégueulasse et tout, mais je kiffe ma vie, tu vois. Je suis sous chocolat chaud, c'est incroyable. Et là, je vois le fameux professeur Vuzukic, du coup, qui est en photo dans tout l'hôpital, tu vois, qui s'assoit avec 8 de ses assistants, médecins, machin. Ils mettent carrément un rideau pour pas que le médecin à côté, le mec malade, qui reste un patient, entende. Alors qu'il entend tout avec le rideau, tu vois, mais en gros, c'est pas un moment d'intimité. Là, je la vois s'asseoir, me mettre la main au bord du lit et me dire bon, c'est sûr qu'il vous allez avoir un petit problème dans votre vie. En gros, elle me dit vous avez une phase de la sclérose en plaques extrêmement agressive. Voilà. Donc, en fait, la sclérose en plaques, c'est tout simple, c'est une maladie du cerveau où, en fait, vos nerfs, donc quand vous voyez une image, c'est vos nerfs qui montent au cerveau et qui leur disent il y a une image. Quand vous levez le doigt, c'est votre nerf qui dit à votre cerveau levez le doigt. Et ben, en fait, au fur et à mesure du temps, quand vous allez dire à vos doigts de se lever, ils vont plus se lever. Donc, vos jambes, c'est pareil. Vous avez très, très touché du côté droit du corps. Bref, elle m'explique tout un truc où moi, mon premier réflexe, c'est de me taper des barres de rire. Mais j'aurais aimé vraiment pouvoir filmer ce moment-là pour le ressortir, tu vois. Ouais. C'est que je me tape une barre de rire totale. Et elle est un peu... Elle sait pas si je rigole en mode je suis un dégénéré ou le mec qui prend ça à la rigolade, tu vois. Mais tu savais quand même, enfin tu étais conscient que c'était grave dans ton cas. Ouais, ils sont 9 sans aucun abus, hein. Je suis dans une chambre d'hôpital qui est 3 fois plus petite que ici. C'est plus des rires nerveux. Ouais, mais je me dis c'est une blague, tu vois. Je lui dis en vrai, il y a une caméra cachée, c'est quoi? C'est bientôt mon anniversaire. En plus à ce moment-là, je me dis ok, c'est quoi le délire, tu vois. Ouais. Et bref, il se passe ça. Et là, elle commence en fait. Là, elle sait comment me faire comprendre. C'est qu'en gros, elle me parle de plein de petits symptômes que j'ai, qu'elle a réussi à me faire dire au téléphone. Okay. En fait, elle me posait des questions, et notamment une question qui je me souviendrai toute ma vie, c'est quand vous mettez vos chaussettes, comment ça se passe?
Et en effet, en ce moment-là, tous les matins, quand je mets mes chaussettes, je me casse la gueule. Mais tu vas pas chez le médecin parce que tu tombes quand tu mets tes chaussettes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non. Des fois, c'est des choses, tu t'en rends pas compte, quoi. Exactement. Et elle me pose plein de petites questions comme ça où, en fait, elle m'explique que ce qu'elle est en train de me dire, c'est vrai. Et en fait, ok, j'ai 18 ans, enfin 19, et en fait, là, je suis malade, je vais perdre la vue, je vais perdre mes jambes, je vais parler comme ça, parce que vraiment, je vais pas me moquer de lui, mais le médecin à côté de moi qui a 60 ans, quand il parlait, c'était n'importe quoi. T'as l'impression que le mec était handicapé moteur, ou tu vois. Donc, ouais, là, je me mets à pleurer pour de vrai, par contre, tu vois, à très chaud de larmes. Et je me dis, ça y est, c'est la fin de mon monde, tu vois. Et en gros, ils me gardent une semaine pour ce qu'ils appellent évaluer la maladie et évaluer la progression de la maladie, pour mettre une date de début aussi, à partir de combien de temps ils trouvent des traces, etc. Parce que tout se passe dans le cerveau. En gros, t'as plein de plaques blanches dans ton cerveau, donc ils arrivent à déceler plus ou moins celle-ci, elle date de tel moment, etc. Et en gros, moi, elle me dit, vous êtes malade depuis 2015, c'est sûrement déclenché par un moment émotionnel ou un accident de voiture ou plein d'autres raisons, on sait pas, de toute manière. Et, oui, il n'y a pas de... Non, elle me dit, il n'y a ni de raison, ni d'explication, il y a encore moins de traitants. Elle me dit, là, vous êtes dans une phase de la maladie où, déjà, c'est 90% de femmes. Donc les 10% d'hommes qui sont malades avec ça, ils ramassent, voilà. Tu sais que c'est vrai, j'ai eu pas mal de femmes en coaching qui avaient, bien sûr, il y a 80%. Qui avaient ça, qui avaient la sclérose en plaques. Pour être total honnête, le pire truc dont elle me parle, c'est qu'elle me dit, et il y a aussi d'autres symptômes qui arrivent, que vous n'avez pas, mais qui peuvent arriver, les problèmes sexuels. Alors à ce moment-là, j'ai 18 ans, je suis un homme, voilà, qui vit qui est en couple avec une femme et qui a une sexualité tout à fait basique, mais je me dis, ok, à 18 ans, là, peut-être que demain, en gros, je deviens asexué. C'est-à-dire que ça marche plus, ça fonctionne. Je sais même pas ce qu'elle me dit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je sais pas si, en gros, les problèmes sexuels, c'est ça ou ça. Je me dis juste, ok, demain, je peux, à 18 ans, ne plus jamais faire l'amour. Tu vois. Ouais, et puis surtout à cet âge-là, t'es... Là, je me prends un truc dans la tête où ça y est, je reste une semaine à l'hôpital, ils me font plein de tests, je perds 10 kilos en une semaine, je savais même pas que c'était possible. Et en fait, je deviens une larve. Où là, je rentre chez moi au bout d'une semaine, mes proches comprennent que je suis malade. J'en parle à mon associé où je lui dis là, bah écoute, c'est très compliqué. C'est-à-dire que je rentre dans un truc où je réfléchis à... Ma chambre était en hauteur, avec des escaliers. Je réfléchis à, en gros, prendre mon appart, parce qu'à l'époque, j'étais chez mon père, il était jamais là, moi, j'étais jamais là, je bougeais un peu partout, à prendre un appart de Pienplé, parce que je me dis, je suis plus mentalement, tu vois, je me dis, je suis plus capable de monter les escaliers. Ok. Je change mon lit, parce que je me dis, mon lit, il est pourri, tu vois. Enfin bref, je suis en psychose totale pendant 6 mois, comme, tu vois, je t'en ai déjà parlé. Je suis en dépression et totale. C'est de la douleur psychique, tu vois. C'est que je me dis, je suis plus capable de rien, mon business, c'est tout mort. J'abandonne tout et là maintenant c'est la fin de ma vie. Ça a plus d'importance, tu vois. Ah non, le business, mais c'est accessoire, on s'en fout. J'ai pas mis un pied dans mes affaires pendant 4 mois minimum, tu vois. 4 mois. Et personne me disait rien, ce qui est logique quand on a annoncé à des gens parce que c'est pas une maladie visible en soi au début en tout cas. Je faisais des cours, je faisais 3 cours de RPM par jour. J'étais capable de tout et de rien, tu vois. Et du jour au lendemain, tu te retrouves plus capable de rien. Et c'est allé au point où j'utilisais un fauteuil roulant parce que réellement, mes jambes ne me portaient plus. C'était pas moi qui faisais semblant. C'est juste mon esprit qui meurtri faisait que je pensais que j'étais plus capable de marcher, tu vois. Okay. Et j'ai ce fameux déclic incroyable où en gros, je suis devant la télé parce que je faisais que ça dans mon canapé, tu vois. Je zappe sur Netflix. Je regardais à l'époque Game of Thrones, machin, tout ça, tu vois, et je cherche une série. Et là, je tombe sur un truc I'm Not Your Guru et je capte pas que c'est un truc plus ou moins de dev perso ou quoi, tu vois. Et t'en avais jamais fait avant? Jamais. Dans ta vie et tout ça, t'as jamais ouvert un bouquin de développement perso, rien? Jamais, mais rien du tout. J'étais pas littéraire, j'étais pas maths, j'étais pas... ouais, tu vois, voilà. Et je me dis, ouais, ça doit être un truc fantastique ou quoi, tu vois, et j'allume le reportage. Et en gros, ce qui se passe, c'est que je fais ça à 22h. Et je le regarde sans fin, c'est-à-dire que quand il termine, je le re-regarde et jusqu'à 8h le lendemain matin. Et en fait, je prends une frappe réelle monumentale où, en gros, déjà, j'invite tout le monde à regarder ce reportage qui est dispo sur Netflix et qui est incroyable. Ouais, ça, pour les personnes qui nous écoutent, c'est un reportage où c'est fait par Netflix, c'est produit par Netflix et en fait, ça raconte l'histoire du séminaire de Tony Robbins, voilà, qui est son séminaire le plus connu. C'est la marche sur Rendez-vous le feu. avec le destin. Et il y a une fameuse histoire où ils font une marche sur le feu. Je sais pas s'ils le mettent dans le reportage. Non, ils le mettent pas, mais en gros, voilà, ils expliquent ce qu'est Rendez-vous avec le destin. Voilà. Bon.
Alors, je t'avoue que je te coupe juste. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au niveau du développement perso, justement, à chaque fin de séminaire, mais peut-être qu'ils le montrent pas parce qu'ils veulent le garder en off. En fait, ils arrivent à faire marcher des personnes sur des cendres. Et les gens marchent sur 5-6 mètres parce qu'en fait, au niveau du développement perso, ils débloquent des choses, tu vois. Et en gros, au début, je me dis, ok, c'est un truc gnangnan à 2 balles, tout va bien, je vais bien. Bon, pas du tout. Et en fait, ce qu'il dit dans ce reportage me parle, me touche, tu vois, me heurte. Et en gros, le lendemain matin, donc nuit blanche totale, et en fait, je reprends direct. C'est-à-dire, mon cerveau s'est remis en marche. Je suis redevenu un guerrier du jour au lendemain. Et c'est quoi qui t'a touché dedans? Parce que j'ai fait exprès, comme je t'ai dit par message, de le regarder, tu vois, avant de venir pour le podcast. Et vu que je l'avais vu à l'époque, moi j'avais lu un livre, tu vois, de lui, où le livre il était vraiment poussé. Et je t'avoue, quand t'as jamais lu de développement perso au début, c'est très bizarre. Mais sur la finalité aujourd'hui avec le recul, je comprends 200% des choses. Et le moment qui m'a le plus marqué en fait, c'est le début du reportage où il interviewe un mec qui est en dépression, je crois, qui veut se suicider. Qui lui dit est-ce que t'es qui est suicidaire, pourquoi t'es suicidaire. Le reportage commence comme ça. Pourquoi tu es suicidaire. Et en gros, le mec explique pourquoi. C'est ça. Et en fait, il le prend pas au sérieux et il lui donne des arguments viables comme quoi il a pas le droit d'être suicidaire parce qu'il a pas encore assez vécu de trucs assez difficiles pour l'être. Et au final, ça le rassure. Mais moi, c'est pas ça qui me touche à ce moment-là. À ce moment-là, ça, je l'entends. Bien évidemment qu'avec ce que je traverse, à ce moment-là, l'idée de la mort m'est traversée l'esprit 50 fois par jour. Et c'est pour ça que je te pose la question, parce que quand je l'ai re-regardé, je me suis mis à ta place avec l'histoire que tu as vécue et je me suis dit comment il l'a interprété pour transformer ça et se dire ok, ça m'a fait un catalyseur pour aller vers l'avant. La première partie du reportage m'a accroché avec ce mec. Les 2 suivantes, j'ai pas tout compris parce que c'est une nana qui a un problème avec son père, etc. Oui, puis c'est des choses que tu n'identifies pas. Je suis pas très concerné, mis à part une belle phrase qu'elle a dit, c'est que, enfin, qui dit dans ce reportage, c'est que, alors 2, la première, c'est que les gens veulent pas avoir de problème. Voilà, et c'est vrai. Et en l'occurrence, ces problèmes, c'est incroyable. Et ensuite, une deuxième phrase qui, moi, m'a guidé et me guidera toujours dans ma vie, c'est les parents qu'on a eus font ce qu'on est aujourd'hui. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un papa très compliqué, qui l'est encore ce matin, tu vois. Une maman très compliquée aussi, avec des bas très bas, des hauts très hauts. J'ai eu une enfance merveilleuse et dramatique à la fois. Et en fait, à ce moment-là, quand j'entends cette phrase, et c'est pas du dev perso gnangnan, hein, j'ai un vrai déclic. Et je me dis, ouais, en effet, si j'avais eu les parents que j'aurais souhaité avoir, tu serais pas qui tu aimant, dispo, qui m'amène au foot le week-end, etc., mais jamais je serais capable à 19 ans d'avoir une boîte, de gagner ma vie, de pas avoir peur de perdre quoi que ce soit parce que je me sens pas capable de ou quoi que ce soit. À ce moment-là, j'ai 19 ans et je me sens capable de vaincre tout et n'importe quoi. Puis c'est vrai, c'est par rapport aux parents et il y a pas que les parents, il y a mon grand-père aussi qui est un pilier dans ma vie totale, tu vois. Donc cette phrase-là, mais elle sonne à 10 000 et j'y pense 3 fois par jour encore aujourd'hui, tu vois. Mais j'aime beaucoup comment il l'amène, justement, vu que je l'ai regardé il y a pas longtemps, là, pour le coup. Quand il te l'amène et qu'il te dit vraiment, enfin, je crois que c'est une fille. Elle parle de problèmes alimentaires et ça finit sur son père qui est toxicomane. Et voilà, c'est ça, exactement. Sa phrase, elle est mémorable, c'est qu'en gros, il dit que les gens se focalisent sur les faux problèmes pour éviter les vrais. Exactement. Et c'est là où lui, pour moi, il est crédible. Et c'est pour ça que moi, je me suis intéressé à ce mec-là. C'est que je me dis, ah ouais, en effet, le mec, ça part d'un problème alimentaire, ça finit sur son père. Et avec 4-5 questions, il est arrivé à mais ça. C'est ça. Mais tu sais que c'est comme quand j'ai fait de l'anorexie, comme je t'expliquais, où en fait, t'as les personnes, ils te disent, ouais, en fait, tu manges pas, c'est simple, mange. Ouais. Mais en fait, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg que tu vois. Et en fait, en off, c'est 95% de la psycho, ça n'a rien à voir. Ouais. Le deuxième déclic, c'est la fameuse brésilienne qui a grandi dans une secte, machin, horrible, qui a vécu des trucs. Il est fort ce moment. Inimaginable. Et en fait, à ce moment-là, je me lève. Et je me dis, mais en fait, t'as collé, tu vois, t'es fou. Genre, ils t'ont annoncé ça, et en vrai, c'est ce qu'ils t'ont annoncé qui a fait que. Et toi, jusqu'à présent, t'as toujours roulé sur le monde. Donc tu vas rerouler sur le monde et tu vas emmerder tous ces gens, tu vois. Totalement. Et en fait, là, j'ai créé une arrogance où je prenais plus au sérieux rien, et je me suis fixé une ligne de conduite. C'est de faire tout ce qu'on me dit que j'ai pas le droit de faire. Ok. Au niveau du cœur médical, parce qu'à ce moment-là, je suis quand même dans une phase où je suis très souvent avec des médecins, très en contact avec des psychologues, etc. Et tout ce qu'on me dit de ne pas faire, je vais le faire. Voilà. Et je reprends confiance en moi, je retourne à la salle le lendemain matin, les gens me revoient. Moi, ces moments de bonheur, je pense que c'est l'une des plus belles journées de ma vie, tu vois.
de retourner dans mon affaire, voir que mon père a géré pendant que j'étais là et je le remercierai jamais assez. Et ce déclic, c'était vraiment. Mon associé, pareil. C'est le lendemain matin. Ce déclic, c'est le lendemain matin quand t'as vu à 8h, à 9h, j'étais à la salle. Mais j'encourage vraiment tout le monde à le regarder parce vraiment, que je trouve ça met une grosse claque. J'avais pas conduit depuis 3 mois. Ok. Je prends la voiture, normal. Tac, tac, boum. Ça y est, déclic, tu vois. J'ai percuté. Et je me suis dit, ok, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Il est fort. Hein. Il est fort parce que c'est ce qu'il veut faire, tu vois. Je le regarde encore aujourd'hui. Et même quand je croise quelqu'un qui est en difficulté dans sa vie, je lui montre toujours. Moi, je donnais le livre. Tu sais, à chaque fois, Pouvoir illimité que j'avais lu, je donne le livre à la personne. Le problème du livre, c'est que tout le monde ne lit pas. Tu vois, moi, même encore aujourd'hui, je fais des livres audio. Je déteste les livres. Mais Audible, sinon, ça passe. Hein. Ouais, mais ils sont pas dedans. Un reportage sur Netflix, ça va plus, je pense, susciter de l'intérêt pour quelqu'un qui est dans ce truc série Netflix. Puis t'as les images, t'as le son, t'as les émotions, tout est fait pour. Donc, c'est plus parlant, c'est sûr. Mais ouais, j'encourage beaucoup de monde à le regarder parce que c'est vraiment inspirant. Et donc, je prends ce déclic, et là, je rentre dans une phase de reconstruction, en fait. Donc là, à date, t'es toujours avec la première salle. Première salle où tu commençais à ouvrir une seconde salle ? Non, on n'était pas encore à la deuxième. Pas encore là-dedans, voilà. Ok. Il s'est passé vraiment 1 an. Et en fait, à ce moment-là, du coup, je reprends ma vie un petit peu, tu vois. Je vis une séparation très difficile parce que je tombe malade, ma nana me lâche pour sortir avec un mec à l'époque de 44 ans, j'ai 18 ans, je comprends rien de ce qui m'arrive, tu vois. Bref. Mais je prends ça comme un beau challenge. Et du coup, je me mets à 100% dans le taf. Voilà, je me mets business à fond, sport à fond. Je me mets à m'intéresser vraiment à l'aspect médical, performance, etc. Du vélo, aussi. Etc. L'alimentation, je fais très attention, machin. Tu vois, je fais mes petits cours de RPM réglés. Quand je peux pas le faire, je suis dégoûté. J'en fais un à 23h tout seul chez moi avec mon studio de RPM perso. Enfin bref, voilà. Et en fait, à ce moment-là, je comprends que je suis capable de rouler sur tout et n'importe quoi. Ok. Et le business se passe bien. Je reprends très vite du poil de la bête. Il y a des super opportunités qui arrivent. On ouvre une autre salle. Ça se passe super bien aussi, etc. Moi, je rencontre une femme merveilleuse à l'époque. Et puis, je reprends une vie cool. Un jour, l'hôpital m'appelle et ils me disent écoutez, on a une bonne nouvelle. Tu vois, c'est vraiment ce bas très bas et ce haut très haut. Okay. Ils m'appellent pour me dire écoutez, j'ai une très bonne nouvelle. On a un essai clinique qui a passé la phase de test. Et en fait, vous êtes absolument dans la phase de la maladie agressive qui soigne ça. Ok. Enfin, qui est soignée par ce traitement-là. Je m'intéresse pas trop au truc, mais juste là, en gros, t'as une lueur d'espoir supplémentaire parce que j'ai quand même pas encore la force de caractère de me dire je vais guérir tout seul, tu vois. Et en gros, je pars un petit peu en sauce, j'y vais, je fonce, j'en parle très peu à mes proches, mais en vrai, je me dis allez, vas-y, on va faire cette phase de test. J'ai peur de rien. Voilà. Cette phase de test, en bref, c'est un principe très bête, c'est une chimio. Tu fais 2 gros chimios tous les 6 mois, et en fait, ça te flingue les anticorps. Comme cette maladie, sclérose en plaques, c'est tes anticorps qui attaquent ton corps. T'as moins d'anticorps, donc moins d'attaques. Ouais. Et c'est moins agressif. Voilà. Okay. Et ça stabilise plus ou moins apparemment. Et c'est un état que tu peux réellement te sortir de cette maladie-là ou tu vas l'avoir toute ta vie après ? Au niveau scientifique, t'es pas censé pouvoir t'en sortir. T'es pas censé pouvoir guérir. C'est quelque chose... Okay. C'est incurable. Une fois que tu l'as, tu l'as. Okay. Ça saute... Enfin bref, il y a plein d'aspects de cette maladie compliquée où ils ont pas compris grand-chose non plus, encore à l'heure actuelle. Okay. Mais en gros, c'est incurable. On te dit que tu guéris jamais. On te fait un traitement pour diminuer l'agressivité de la maladie. Voilà. Mais bref, moi, en ce moment-là, je me dis, ok, écoute, de toute manière, le taf, je suis une machine de guerre, je suis en couple avec la meilleure nana du monde, tu vois, tout va bien. Tu vois, je regagne ma vie, je reprends du plaisir à m'acheter des sables, je reprends du service, je revends, je rachète, j'achète des bagnoles, je revends, enfin, un kiff total. Et en gros, je prends mon appart, donc avec ma chérie, qui me tient à bout de bras, mais je te dis même pas, parce que j'ai plus peur d'être malade. La nana, je sais qu'elle est là. Dans le business, elle me pousse. Moi, c'est pareil, je lui montre... j'étais quand même... on avait 2 ans d'écart, mais j'étais beaucoup plus mature. Je lui montre mes aspects de la vie qu'elle lui plaît, tu vois. Puis juste avec ce que t'as vécu, de toute façon, t'as dû prendre et en fait, 10 ans de sagesse. Je lui en parle, tu vois. Et elle prend super bien la maladie. Moi, à cette époque, quand je tombais malade, je me suis dit, ok, il n'y a plus aucune femme qui va vouloir de moi, tu vois. Là, elle le prend super bien. Son rêve, c'est d'être infirmière. Elle est en première année, en gros, du concours d'infirmière. Enfin, non, elle passe son concours d'infirmière. Première année d'infirmière. Magnifique, tu vois. Ouais. Et en gros,
ça se passe comme ça pendant 2 ans, 3 ans, où je fais ma chimio, très chiant, très malade. En parallèle, tu continues... En parallèle, sur le business, il se passe quoi, du coup, de ces 2-3 ans? Tout va bien. Ouais. Tout va bien. Moi, aujourd'hui, à ce moment-là, mon objectif, c'est de faire en sorte que personne ne sache que je suis malade. Personne ne doit le voir ni rien. Personne. Donc, je cache tout, je fais très attention, etc. Je te passe tous les détails. Personne ne sait que je suis malade. Et en fait, je gagne cette confiance où ça devient un jeu. C'est-à-dire que même quand j'ai une couille, parce que j'en avais quand même à l'époque, tu vois, il y a des moments où j'étais exténué de fatigue à 9h30 du matin. C'est-à-dire que c'est fatigue neurologique, t'es éteint. J'y allais quand même. C'est OK. Et j'y arrive merveilleusement bien. J'ai quand même des gros coups bas parce que j'ai plus d'immunité, donc je me coupe, ça s'infecte, j'ai plein de galères. Mais ça se passe. Et je suis dans le business, voilà, ça suit son cours, on ouvre plein de trucs, c'est merveilleux, on développe dans le sud, donc on fait des journées de zinzin où je pars à 6h de chez moi de Chaponneau, j'arrive à 9h à Toulon et à Marseille, tu vois, je repars à 21h, j'arrive à 23h chez moi. À cette époque-là, ma femme, comme j'aime bien l'appeler à l'époque, elle est infirmière, elle se fait chier, parce que quand elle finit ses journées, je suis pas là, tu vois. Donc là, mon couple va pas très bien. Et tu disais que t'as repris goût à la vie, tu vois, après le déclic qu'on parlait. T'aurais pas transposé, tu vois, à un moment, justement, ton envie de vivre à fond que sur le travail à ce moment-là, peut-être? Ah si. Si, ouais. Mais ça t'a permis de te tenir en vie et de garder la flamme, en fait. Ça m'a occupé l'esprit, en fait. Tu penses à d'autres problèmes, tu vois. Tu penses à qui est-ce qui va faire ton cours de body pump parce que ta coach, elle est malade, tu vois, demain à 9h. Enfin, c'est... non, à ce moment-là, je pense qu'à mon projet, en fait, tu vois. Et mes projets même, parce que j'avais aussi, comme je te dis... mes activités à côté où je vendais, je rachetais, etc. Tu vois. Non, mais ce qui est bien, c'est, ce qui est beau aussi, des fois, on dit que le travail, ça tue tout à côté, mais là, ça t'a maintenu en vie. Enfin, ça te maintient en vie. Je pense que t'as plusieurs façons de penser. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ce qui m'a sauvé, c'est à ce moment-là, c'est les gens qui étaient autour de moi, clairement, hein, parce que la façon de réagir de ma famille qui est dans le déni m'ont poussé à ne pas prendre au sérieux aussi, tu vois, quand j'ai compris que c'était pas si grave au final, parce que j'ai créé cette idée de guérir. En fait. Oui, mais t'aurais pu faire l'inverse. N'importe qui aurait fait l'inverse et il se serait éteint, tu vois. Mais la femme avec qui j'ai vécu mes premières années malades, et sans eux, il y aurait pas ça. Aussi. Et mon travail. Et totalement. Les gens aussi avec qui j'étais, juste, tu vois, de devoir faire semblant et de me battre pour faire en sorte que, ok, là, je vois pas de mon œil, parce que ma vue était catastrophique, ça va pas se voir. Je regardais pas les gens comme ça, je tournais, je m'imaginais que je voyais, tu vois, réellement. Hein, et c'est pas, tu t'es conditionné tout un monde pour... C'est pas une histoire fantastique que je te raconte, je faisais croire à mon cerveau que je voyais, tu vois. Et je suis sûr que des fois, j'arrivais à voir, presque à me convaincre que, j'avais vu ce truc, tu vois. Ce qui était à ma droite, là-bas, un petit truc qui bouge, parce que t'es pas complètement aveugle, mais en gros, t'as des taches de partout, donc tu vois rien. Le petit truc qui avait bougé, il a vraiment bougé. Et tu te convaincs de ça. Ce qui est bien, c'est que même en ayant vu que le reportage, tu vois, de ce qu'on disait avec Anthony Robbins, dans Pouvoir illimité, c'est ce qu'il explique vraiment en détail dans le livre. Avec, tu vas avoir de la visualisation, tu vas avoir plein de méthodes de développement perso dans ta vie, ou quand tu as peur de quelque chose, du coup, tu pars les peurs en faisant ci, en faisant ça. Et en fait, inconsciemment, même juste avec le reportage, tu as reproduit des choses comme ça, ou comme tu dis, en fait, avec de la visualisation, tu arrivais à peut-être voir alors qu'en soi, tu n'étais pas censé voir, tu vois. C'est ça. Ok. Et ensuite, du coup, je vais faire un bond en avant de 1 an, 2 ans. À peu près, tu vois, j'ai 23 ans. Comme je te dis, je travaillais comme un acharné. Et... Désolé. Je te disais, j'ai 23 ans, je travaille comme un acharné. Et à ce moment-là, moi, ce que j'ai de plus beau à ce moment-là dans ma vie, hein, c'est mon couple. Et je sais que ça va mal. Parce que je travaille comme un ouf. Et que je me persuade tout au long de ma relation qu'en fait... elle voulait une belle maison, elle l'a eu, elle voulait une belle voiture, elle l'a eu, elle voulait ça, je pouvais, mais en fait, c'est pas de ça qu'elle avait besoin réellement, c'était de moi. Et moi, j'étais pas dispo. Ok. Donc, je prends une petite frappe quand même, tu vois, je l'amène à Montréal en vacances, je pars en vacances, première fois depuis 3-4 ans. Je passe un moment formidable, mais c'était des vacances un peu sauvetage de couple, tu vois, parce que moi, à ce moment-là, je m'imagine pas une seconde sans elle, tout court. Souvent, c'est pas les vacances qui se passent comme on veut, tu vois. Non, c'est pas les meilleures vacances. Mais on vit des chouettes vacances. Bon. Je fais le premier festival de ma vie, par exemple, chez Aga, merveilleux, je vois Travis Scott, machin, trop bien. Mais c'est pas les super vacances. Et je sens qu'il y a un truc qui va mal, tu vois. Et je rentre, en effet, on est à 2 doigts de la rupture. Elle
me demande une petite pause d'une semaine. Moi, mon monde s'effondre. Et en vrai, elle revient parce qu'on est fou amoureux l'un de l'autre et que, on est amoureux, quoi. Ouais. Donc, elle revient. On se remet ensemble. Tu sais, ce petit coup de boost de tu t'es remis avec. Et à ce moment-là, je retombe malade, mais de ouf. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, la faille de cette maladie-là, moi, je pète un câble 1 mois avant de partir en vacances. Je dis que j'arrête le traitement, en fait. Parce que cette phase, cet essai clinique, c'est de la merde. C'est une chimio et que j'ai pas de cancer. Que, en fait, ça me détruit de l'intérieur. C'est vrai que la chimio, de toute façon, c'est agressif. Donc, c'est hyper agressif. Je suis malade tout le temps. Ou non, je suis faible. J'ai plus de goût. Tu vois, j'ai plein de petits trucs où, tu vois, je sens plus mes mains, je sens plus le toucher. Je peux pas continuer. Et en fait, je fais la perf et au moment où je fais cette perf, je sens le produit, tu vois. En gros, ils me branchent, tu vois, ils me mettent le cathéter quand t'arrives, 1 heure après, ils te mettent le produit, et en gros, dans le déroulé de ce processus-là, ils démarrent avec une petite dose, tu vois, et puis au bout de 4 ans, ils te mettent une dose, mon pote. Ouais. C'est chaud. Et quand ils me passent le produit, je me dis, ok, là, cette fois, c'est la dernière fois que je laisse un truc pareil rentrer en moi, alors que j'en ai pas besoin, en fait. Le meilleur médicament, c'est moi. C'est mon esprit, c'est ma femme, c'est mon père, mon petit frère, mon quotidien, c'est ça mon médicament. C'est pas cette merde qui m'injecte, tu vois. Okay. Et en fait, je finis le truc et je me barre, tu vois. Et je leur dis, dans 6 mois, vous me reverrez pas. Et à ce moment-là, elle me dit, ouais, bien sûr, si vous êtes dans un essai clinique, vous avez signé, vous allez le faire. Je dis, ouais, d'accord, allez, bonne nuit. J'arrête tout du jour au lendemain. Faut savoir que ce produit-là, tu peux pas l'arrêter du jour au lendemain. T'es censé faire du cadencement, donc c'est-à-dire que les premières doses, ils font, je vais te dire une donnée au hasard, 25 mg, puis 50, puis 75, puis 115, et puis tu finis à 900 mg. Okay. Et pour arrêter, c'est la même chose. Tu fais le même palier. Ouais. Comme en fait, une drogue, en fait, un peu. C'est un peu ça, tu vois. T'as une phase, je pense que ça s'appelle le sevrage aussi pour ce genre de choses. Okay. Et en fait, je le fais pas du tout. J'arrête du jour au lendemain réel, et je souffre le martyre. Je suis couvert d'abcès, je suis couvert de plein de trucs horribles. Ça, c'était au même moment que pendant la rupture, du coup justement, alors, je reviens à la rupture, on se remet ensemble, on a un boost, début septembre, au 15 septembre, je suis à l'hôpital, gravissime, tu vois. Et ça, c'était dû au fait que t'arrêtais le traitement? J'arrête. Mais en fait, pendant les vacances, je suis tellement focus sur mon couple, et c'est là où je te dis que l'esprit du corps humain est phénoménal. C'est que je suis tellement concentré sur mon couple que j'ai rien. Je pète la forme. Ouais. J'utilise un fauteuil roulant pour me déplacer un petit peu à Montréal pour les musées parce que j'ai les jambes en vrac et que c'est dur. J'ai aucun problème. La vie est belle. Je veux sauver ma femme, je l'aime, je veux me marier, je veux avoir des enfants. J'ai même pensé à lui faire une demande en mariage, mais je m'étais dit que c'était pas le bon moment, donc j'avais prévu de le faire l'été prochain. Enfin, tu vois. Je suis à 1000 lieues de ça. Okay. Et du coup, on se remet ensemble, t'as le boost, et du coup, t'arrêtes de penser à ça. Et là, tu repenses au quotidien. Et tu repenses à, ok, je me lève le matin, j'ai même plus la force de me lever. Je suis KO. Donc, voilà. Après, pour le business, heureusement, j'arrive à le gérer à distance. J'ai mon associé qui gère. J'ai quand même mon père qui a son activité professionnelle énorme, mais qui passe aussi un peu de temps le soir, machin. Donc, je suis rassuré. Ça gère, ça tourne. Et puis moi, je suis beaucoup à distance. Je gère aussi. Mais j'y pense moins. Donc, du coup, mon esprit se refocalise sur cette difficulté-là. Et là, je vis une descente aux enfers totale. Comme je te dis, abcès partout, donc inflammation, malade, fièvre, c'est-à-dire que j'ai vécu une semaine à plus de 42 fièvres. Généralement, on a 42 fièvres, 2-3 jours, on est flingué. Là, j'ai vécu à plus de 42 fièvres pendant une semaine, 10 jours. Ouais. Flingué total. Et donc, ma belle-mère à l'époque, je passe une nuit très compliquée, je me lève le matin, abcès, donc horrible. Ouais. Elle m'amène à l'hôpital. Petite anecdote, les 2 infirmières, c'est des super adhérentes à moi. Je vais à l'hôpital à côté du club, donc elles sont contentes de me voir parce qu'elles m'ont pas vu depuis quelques temps. Je rentre des vacances, machin. Elles voient que ça va pas du tout, donc j'ai un traitement spécial quand même, tu vois, dans les urgences. Elles me mettent de côté pour pas que je sois au milieu de tout le monde, tu vois, machin. Elles ont compris que j'étais un peu mal à l'aise. Et en gros, le chirurgien il vient direct, du coup, elle les appelle. Et là, je vais te la faire. Hein. Il fait ah ouais. Et en gros, il me dit, monsieur, vous allez vous faire opérer dans 30 minutes. Voilà. Donc, il prépare un bloc ou je sais pas comment ça se passe après, tu vois. Okay. Moi, j'ai juste le temps d'appeler ma femme pour lui dire, écoute, chérie, je vais me faire opérer, je t'aime. Voilà. Donc, elle travaillait dans un hôpital à côté, elle vient en urgence. Je me fais opérer. Calvaire, total. Je me réveille, rien ne va plus. Je suis défoncé, bref. Je retourne chez moi.
alité une semaine, rien n'allait plus non plus. J'avais une infirmière tous les jours, en plus de ma femme qui était infirmière, qui me faisait les soins. J'avais des soins tout le temps. Enfin bref, c'était l'horreur. Et puis surtout, du coup, au début de la phase de ma maladie, j'avais un kiné tous les matins pendant 2 heures. Et là, je me retrouve sans kiné du jour au lendemain pour la première fois depuis 3 ans. Ce kiné, en gros, il me remettait tout en place. Il calmait les nerfs, il calmait la douleur parce que tu deviens un bloc de pierre, en fait. Ouais. Tes nerfs sont ultra sollicités, tendus, etc. Donc, tu as besoin d'un kiné tous les matins. Là, je me retrouve sans kiné. Impossible. Là, je me voyais réellement crever, tu vois. Et en fait, la nuit, c'était très compliqué. Abcès, donc je me lavais tout le temps parce que j'ai l'impression de puer, etc. Et là, je me réveille en pleine nuit. Je vais prendre ma douche et je m'évanouis, complet. Voilà, la tête ouverte en 4 parce que je me tape le pommeau de douche, machin. Ma femme l'entend, elle me réveille en sang, machin. Elle me recouche, elle calme la tête, elle appelle un ami médecin qui habite à côté, qui vient, qui dit écoutez, on va le calmer, machin. Il reste avec moi jusqu'à 6h du mat. 6h du mat, il m'amène à l'hôpital. Et en fait, il n'y avait aucun abcès de soigné. Ils font ce qu'ils appellent normalement une mise à plat. L'abcès, en gros, ils le vident, machin. Hein. Là, tout était reparti, j'avais une inflammation totale. Et en gros, ils pensaient que j'étais en train de faire une grosse septicémie et que l'infection était partout dans le sang, etc. Ok. Donc, ils me réopèrent instant. Sauf que ils peuvent pas me remettre, par rapport à ma pathologie et mon état de santé physique de ce moment-là, me remettre d'anesthésie totale. Donc, ils mettent une toute petite anesthésie. Plus, comme je te le disais, ils me font l'hypnose. Incroyable, ça marche. On dort avec une bolognaise. Magnifique. Ouais, c'est vrai. Cette anecdote était pas mal. Elle était magnifique. Et là, en fait, je me rends compte au réveil que c'est la même chose. C'est-à-dire que je me sens tout aussi mal, etc. Et donc, là, je me mets dans la phase réveil, compliqué, mais moins compliqué avec l'hypnose quand même, tu vois. Donc, je suis très vite conscient et je me dis, ok, donc là, tu viens de vivre ton année de tes 20 ans, en gros, pourrave. Tu viens de faire 3 ans de chimio et là, mon gars, tu vas pas crever pour une connerie d'abcès qui t'infecte le corps. Tu vas gérer ça sans problème. J'arrive à me convaincre plus ou moins que je vais gérer, mais en vrai, je gère pas du tout, mais je gère. Oui, mais t'essayes... Je tiens, mais je tiens très mal. Je vais quand même un peu au boulot, mais je peux pas m'asseoir, tu vois, c'est tout caché, j'en ai partout sur le corps, etc. Enfin bref, à des endroits en plus horribles. Mais vas-y, je gère le truc, tu vois. Par contre, à ce moment-là, mes proches comprennent que je suis malade. Tu vois, vraiment, ils m'ont vu là dans un état physique horrible. Ils comprennent que c'est très grave, ouais. Frère, fils, machin, est malade, tu vois. Donc, je suis ma vie, mais je la subis. Je la subis. Je garde un mindset positif, concentré. Je me bouffe de Tony Robbins à toute patate. Je me mets à lire des livres, fait inédit. Ouais. Donc, j'arrive plus ou moins à gérer le truc, mais c'est compliqué quand même. Et je me rapproche d'un médecin qui est anti-médicaments, etc., qui me propose plein de techniques où je me mettais de la terre sur les abcès, je me mettais de l'argile, je me mettais que des trucs naturels. Ça me soulageait plus ou moins, tu vois. Et puis j'arrivais à me convaincre que ça me soulageait quoi qu'il arrive. Ouais. Et en fait, ce qui est bien dans ton parcours, c'est qu'au fur et à mesure, excuse-moi, je te coupe, mais t'as une combativité qui est extraordinaire, tu vois, petit à petit. À chaque fois, t'as eu quand même des prises de conscience en fonction de la maladie. Je me disais que ça peut pas arriver pour rien, tu vois. Voilà. Soit, en fait, si c'est quitte à avoir un quotidien pourrave, autant que ça me tue, mais ça me tuait pas. Donc c'est arrivé pour un but. Ouais, tu prenais le problème, la cause, et tu donnais du sens. Je me disais, exactement. C'est pas possible. Okay. Je vais pas, voilà, et puis, en plus de traverser ce truc-là, moi, à l'époque, avec la personne qui partageait ma vie, c'était lié à 2000, tu vois. Ouais, forcément. Voilà. Sauf qu'à l'époque, elle a 22 ans et qu'elle vit un truc d'une femme mariée de 40 ans. Sauf qu'on n'est pas mariés, on n'a pas 40 ans, tu vois. Elle vit en vrai un enfer, mais elle m'a tenu à bout de bras total, tu vois. Ouais. Je suis face à toi grâce à 100% à elle, tu vois. Ok. 99, oui, ma famille, mon boulot et tout. Non, mais puis à toi aussi, psychologiquement, tu vois. Et en gros, arrive décembre, juste avant Noël, où en fait, là, j'ai mon grand-père qui est un pilier pour moi parce que lui aussi très malade depuis 10 ans, vaincu 5 cancers, voilà, le Guinness des records de la combativité et qui m'a énormément appris et aidé et prouvé, tu vois, que tu pouvais guérir sans problème. Sauf que là, il m'appelle, chose qu'il fait jamais. D'habitude, c'est ma grand-mère qui m'appelle. Et là, il m'appelle lui pour me dire, viens me voir. Ok. Mon grand-père ne veut absolument pas qu'on le voit malade ou quoi. Et là, je sais que ça va pas trop bien. Donc, je vais le voir à l'hôpital, en effet, dans un état pas possible. Et il me dit, voilà, mon petit dadou, comme il m'appelait, il me dit, je sais que tu vas être triste, mais c'est simple, papy, il est très fatigué. Et là, maintenant, en fait, j'ai envie de me laisser partir. C'est-à-dire que j'ai gagné 10 ans. Je devais mourir il y a 10 ans.
J'ai gagné 10 ans, j'ai vécu des trucs de fou, j'ai voyagé et tout, mais là, ça y est, c'est fini. Je rigole. Je suis papy, bien sûr. Mais en vrai, je capte que c'est vrai, tu vois, parce qu'il me dit d'en parler à ma grand-mère, il me dit d'en parler à ma sœur, à mon frère, etc. Donc, tout le monde va le voir, etc. Bon, bah, ouais, on savait que ça allait pas, quoi, tu vois. Ouais, exact. Mais on avait des lueurs d'espoir parce que il dit, je vais pas passer l'année, on est le 26 décembre. 1er, 2 janvier, il était là, quoi. Il était à l'hôpital, fatigué, mais il était là. Et en gros, moi, à ce moment-là, j'ai une rechute désastreuse, je change de chirurgien, et un petit peu quand je décide d'arrêter le traitement, tu vois, je me dis, ok, change tout, repars, et vas-y, sur un malentendu, ça passe. Change d'hôpital, change de chirurgien, et le chirurgien, dès qu'il me regarde, il me dit, ok, je sais ce qu'il faut faire, en fait. C'est que, quitte à perdre quelque chose, autant gratter à fond les abcès, les machins, l'infection, avoir de grosses cicatrices, mais vivre. Parce que là, vous viviez pas. Et je dis, bah ouais, j'ai des commerces, j'ai des salles de sport, je peux même pas y aller, en fait, tu vois. Ouais. C'est que je ne pouvais pas plus rien faire. me rendre dans mes... Et d'un autre côté, les gens comprenaient pas, parce que face à eux, ils avaient un mec super malade, mais super entrepreneur, qui marchait, tu vois, j'arrivais en grosse bagnole, machin, enfin, tu vois, ils étaient un peu bouleversés par ce truc, où l'équilibre, il était pas très logique, tu vois. Et donc, il me dit, bah écoutez, je vais vous opérer le 7 janvier. Et il me dit une phrase qui me touche. Il me dit, monsieur, faites-moi confiance, je suis comme vous. Et à ce moment-là, je me dis, il est comme moi, c'est-à-dire... Et en fait, je comprends que c'est un mec qui est parti un peu de rien. Tu vois, c'est un jeune médecin, il est diplômé depuis 6 mois. Et en fait, il m'a compris, tu vois. Il a compris comment je fonctionnais. Ouais. Il n'a pas compris comment fonctionnait ma maladie ou mes problèmes de santé ou ce que j'étais en train de vivre. Il a compris comment est-ce que moi, je fonctionnais. Ouais. Et il m'a dit, je suis comme toi. Et là, direct... Je lui ai dit, tu m'opères maintenant si tu veux, c'est bon. Tu m'as eu. Voilà. Ouais, le lien de confiance, il se crée. T'es encore en contact avec lui, non ? Non. Non, même pas. Non, je sais plus où il est, je pense qu'il a dû bouger. C'était vraiment, il était diplômé, tu vois. Donc, ouais. Et en gros, il m'opère. Et déjà, je vois toute la différence. Et peut-être que je crée la différence, peut-être qu'il n'y en a pas eu. Mais le cathéter qu'elle me met à la main, il me fait pas mal. Alors que je déteste les piqûres, tu vois. J'ai pas froid, alors que j'avais toujours froid à l'hôpital, tu vois. Je suis bien. Je suis prêt à me faire opérer et je me dis, ça va se passer, ça y est, tu vois. Et en gros, il m'opère. Et dans la salle de réveil, je demande si je suis un peu défoncé ou pas, je vois ma femme. Enfin, ma chérie, ma copine. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là, quoi, tu vois. Elle bosse, je sais qu'elle bosse dans l'hôpital à côté, mais elle est en plein service, normalement, elle a rien à foutre là, tu vois. Et bref, je suis content, tu vois, je lui dis, là, ça va mon amour et tout, bah écoute, ça s'est bien passé, je suis content, tu vois, bon, je lui dis un peu défoncé, mais voilà. Mais elle, je vois qu'elle est fermée, tu vois, je vois qu'elle est pas très bien, bon. Et je me fais opérer, donc je me dis peut-être qu'elle est triste ou quoi, tu vois, puis j'étais quand même bien charcuté, hein, là je t'en parle comme ça, mais j'étais un peu charcuté. Ouais, forcément. Et en gros, je demande mon téléphone, et là je vois que tout le monde me dit non. Ah non, votre téléphone, on vous le donnera après, on attend le médecin, tu vois. Et en fait, non, tu vois, c'est-à-dire que je suis pas débile, tu m'as mis sous anesthésie. Mais je suis dans une salle de réveil, mon téléphone il est à 2 mètres dans un coffre, le code c'est mon année de naissance, 1996, vas-y, ramène-moi mon téléphone, quoi, tu vois. J'ai envie de voir. Envoyer un message on a le même code. Ouais. À la salle de sport, c'est bon, tu vois, je pourrais ouvrir ton cadenas. Je mets pas de cadenas. et je me dis, ouais, tu vois, je vais pouvoir envoyer un message à ma sœur, avec qui je suis très proche, tu vois, ça va ma sœur, bisous, je t'aime, machin. Et là, je vois que je peux pas. Et du coup, je regarde chérie, je lui dis, mais je peux avoir mon téléphone. Et là, elle fond en larmes, tu vois. Et elle me dit, elle me dit, ça y est, chérie, c'est fini. Et en fait, à ce moment-là, tu sais, je bug 2 secondes et je me dis, je suis mort. Et non, elle me dit, en gros, papy est parti, tu vois. Et là, frérot, je me fais opérer à 7h, il est 8h45. J'apprends que mon grand-père, qui est mon pilier, mon exemple, mon père, ma mère, mon tout à la fois, mon monde, tu vois, n'est plus là. Et que j'ai même pas pu lui dire au revoir, tu vois. Donc, au final, elle fait ça merveilleusement bien. Parce que sinon, je pense que j'aurais pris une frappe monumentale instant, tu vois. À ce moment-là, je suis bouleversé de ouf, je pleure toutes les larmes de mon corps, mais je suis calme quand même, tu vois, elle me l'a bien annoncé. Et en fait, le coup du téléphone, c'est parce que ma sœur, choquée, m'a envoyé un message, papy est mort, point, tu vois. Donc elle a tout fait, elle a quitté son service, elle s'est arrangée avec les collègues de l'hôpital d'à côté pour accéder à la salle de réveil et m'empêcher de prendre mon téléphone et de la prendre de cette manière-là, tu vois. Ok. Femme merveilleuse. Et en gros, là, à ce moment-là, toujours la question de l'esprit et de l'information sur laquelle tu te concentres. Je me suis pas fait opérer, je suis pas malade, j'ai pas de problème de santé. Je marche,
je me mets debout, truc qui est quasiment pas arrivé depuis quand même longtemps, de cette manière-là, tu vois. Je prends la voiture, je conduis. Je suis pas conduit depuis 3-4 mois, je peux pas m'asseoir à ce moment-là. J'ai des abcès partout. Ok. Je peux pas m'asseoir. À ce moment-là, je m'assois, je conduis. Je rentre chez moi, je prends une douche. Toutes les douches que je prenais, c'était soit avec ma femme, soit avec une infirmière. Je prends une douche, je me mets une bonne tarte dans la tête, des affaires, je m'habille en noir et je vais à la chambre funéraire. Tu vois. Je suis plus malade du tout. Et là, je vois mon grand-père. Bon, je te passe ces détails, hein, horrible. Je suis bouleversé de ouf. Mais en gros, je capte que ça y est, tu vois, c'est la fin d'un truc en fait dans ma vie, tu vois. C'est la fin. Là, c'est fini. En vrai, nouvelle étape. Il est plus là, tu vois. Obsèque très compliqué. Moi, je suis très proche de mon grand-père. Je fais un discours incroyable où voilà, j'ai essayé de garder la tête haute, lui rendre honneur. Un truc de 20 minutes, tu vois. Mais je suis fier de moi, tu vois. Je le rends honneur. Voilà. Okay. Et la vie se passe, tu vois, mais j'ai vécu trop de trucs d'un coup pour mon couple, tu vois, à ce moment-là. Et là, on est en 2020. Ouais. Et en fait, moi, mon business, je commence à être très absent, à être très concentré aussi sur d'autres choses. Là, t'avais quel âge ? 23. Ok. 23, 20... Et t'avais combien de salles de sport ? 24. 24. En fait, les salles de sport, il y en avait plein, beaucoup, mais aussi parce que, tu vois, c'est comme toi, t'es mon gym bro, on s'entraîne ensemble. Et en gros, j'ai un business qui marche. Je peux pas toutes les ouvrir toute seule. Avec mon équipe, en tout cas, c'est pour ça que je dis toutes, tu vois. Et en gros, on fait rentrer des gens, tu vois. Genre, mon père, il a un pote à lui, on lui a fait ouvrir une salle avec sa fille, où, tu vois, j'ai pris des parts dedans, je l'ai mis dans le business, et la salle, elle est encore ouverte, elle tourne. J'ai pas mis un pied depuis 2 ans, mais ça tourne, ça marche, ça fonctionne, ça génère de l'argent. Ouais, t'as dupliqué. Et en fait, de cette à ce moment-là, on ouvre plein de clubs, même aujourd'hui, tu vois. Mon associé, il a énormément de clubs parce qu'il a fait ouvrir des potes à lui, un proche, un ami d'un ami qui a un ami. Et en fait, ça cartonne, tu vois. Et on a même fait ouvrir à l'époque un adhérent, tu vois, qui aujourd'hui, lui, a plein de clubs. Et en fait, c'est un mec qui envoie un mail un dimanche, tu vois. Alors, je reviens 3 ans en arrière quand j'avais 20 ans. Je reçois un mail sur la boîte, tu vois, d'une demande d'adhésion. Et en fait, on est dimanche 20h et le mec, je le rappelle. Parce que je me dis, le mec qui m'envoie ça un dimanche à 20h, c'est un mec qui a besoin d'aller à la salle, tu vois. Donc à 20h02, je l'appelle et je lui dis, bah écoutez, bonjour, je suis M. Cercara, je suis propriétaire de la salle. Vous avez fait une demande d'abonnement, quand est-ce que vous êtes disponible ? Et il me dit, bah j'ai un gros problème. Il me dit, moi j'ai une entreprise de nettoyage et du coup je suis dispo que le matin à 6h. Je dis, bah monsieur, demain 6h ? Et en fait, il a été choqué de ça. Je lui ai fait une carte d'abonnement et le mec, il a vu un service où il était pas prêt, tu vois, déjà qu'on le rappelle à un dimanche, qu'on lui donne rendez-vous à 6h, que je vienne pour lui faire son abonnement. Le mec, au bout de 6 mois, il a vendu sa boîte de ménage et il a monté 5 clubs avec nous à l'époque, tu vois. Ok. C'est comme ça que ça s'est fait aussi, le nombre, le machin. Ouais, mais d'où le professionnalisme de Georges, du coup, au début, qui a été transmis et que toi, t'as gardé aussi. Alors, il n'y a pas que Georges, il y avait aussi un humain qui est très important pour moi, hein, c'est Yacine, qui est à l'époque, qui était le directeur commercial, et en fait, qui avait appris ces méthodes-là aussi à Georges, voilà. Méthode dont on rappelle les gens, on leur donne du cachet, exactement comme quand toi et moi on s'est rencontrés. Je ne savais ni qui tu étais plus ou moins, ni ce que tu faisais ou quoi que ce soit. Mais en fait, je t'ai donné du crédit et de l'importance. Je t'ai donné de mon temps et je me suis intéressé à ce que tu me demandais et je t'ai répondu sans détour, sans rien. C'est vrai, totalement, voilà. Mais bref. Et du coup, pour revenir face business, je vis une tragédie en vrai et je me dis, ça y est, les salles, je peux plus. J'en ai marre. J'ai pas le temps de toute manière. Ça me saoule. Mon associé, lui aussi, il en a marre parce qu'il a un associé, même s'il est présent à distance, il est pas vraiment là tout le temps, tu vois. Donc lui, il est plutôt intéressé pour me racheter. Moi, je suis plutôt intéressé pour qu'il me rachète. Ouais. Donc en fait, ça se fait un peu comme ça. Où, ok, vas-y, on vend. Chine, vente longue, hein, parce qu'il pouvait pas sortir comme ça du jour au lendemain, mais il signe le papier. Et en vrai, ça se fait. Et moi, je me sens mieux. Je suis débarrassé. Tu vois. Je me dis, je vais pouvoir me concentrer un peu sur moi, voyager, profiter, etc. Surtout avec tout ce que tu avais vécu depuis des années, j'ai besoin de me reposer. C'est normal, enfin, tu as besoin de te recentrer et tout. Au final, j'ai pas du tout fait ça. Ok. Mais libéré un petit peu d'un poids, beaucoup plus absent. J'ai quand même malgré tout fait quelques voyages, tout ça, ok. Sauf que, on parle de 2020, et donc on se met d'accord au 15 février, je crois, quelque chose comme ça. 15 mars, confinement. Où là, cataclysme total, plus de salle, plus rien. Moi, très fragile à ce moment-là, parce que état de santé pitoyable, chope le Covid, je dure 3 secondes, tu vois.
Puis je reçois plein de mails en plus du service médical qui me disent attention, nanana, nanana. Donc je me retrouve confiné avec ma compagne qui n'a pas le droit d'aller au travail parce que sinon on doit être séparés. Sauf que moi j'ai besoin de soins. Donc elle doit en gros être avec moi. Donc truc qui a ruiné notre couple total parce que déjà c'était ma compagne, puis en plus elle me faisait mes soins, puis en plus bref. Donc on trouve un compromis où en vrai je lui dis tu sais quoi, vas-y va au taf, t'inquiète on va gérer, tu vois. Donc elle allait quand même au travail. Puis moi, j'étais dans une phase où je venais de vendre mon business. Je devais rebondir, je devais réfléchir sur quoi me mettre. Je devais préparer aussi ce que j'allais plus ou moins faire de cette somme d'argent-là, tu vois. Parce que je l'avais pas encore. Ouais. Et donc, je l'oublie totalement, tu vois. C'est-à-dire que même si on est confiné, on fait rien ensemble. J'avais une belle maison, un beau parc, machin, on n'y allait jamais. Ah, puis là, à part regarder Netflix en couple, t'as pas grand-chose à faire. Rien à faire. C'est sûr. Mais à ce moment-là, je la perds. En vrai, totalement. C'est-à-dire que l'année se passe, premier, deuxième, troisième confinement, rétamage complet, j'étais dans ma bulle, je me concentrais, je jouais aux jeux vidéo, tu vois, je fumais GTA, machin. Enfin, j'étais dans un truc où chill, tu vois, ça y est, je viens de cravacher des années, je viens de vivre des trucs de ouf, je viens de perdre mon grand-père. Enfin, laissez-moi un peu tranquille, quoi, tu vois. Et je l'oublie totalement, je la mets sur le côté, je la perds. Arrivé septembre, des potes à moi étaient chez moi pour jouer avec moi, on profitait, machin. Moi, tu vois, je commençais à toucher un peu de sous, donc pareil, je vivais super bien, je m'achète une bagnole, puis deux, puis machin. Très décomplexé. Et octobre, séparation. Fin d'un monde, je perds mon pilier total. Horrible, vraiment. Pire période, je pense encore pire que quand j'ai perdu mon grand-père ou quand je suis tombé malade. C'est que là, tu perds ton équilibre, tu vois, ton repère. Ouais. Ça a été la personne la plus merveilleuse au monde, hein, encore aujourd'hui, tu vois, voilà, ça restera toujours la femme de ma vie. Et en gros, à ce moment-là, je me dis, c'est pas arrivé pour rien. Je me remets dans ma sécurité, tu vois. Et ce qui est dingue, c'est que tu te redis à chaque fois ça, où tu te dis c'est pas arrivé pour rien et tu transformes ce qui t'est arrivé en. Ouais, tu vois, je me dis, on va pas dire une opportunité parce que là, ça n'est pas une, tu vois. Mais en tout cas, tu essaies de la transformer, ouais. Si, ça l'a été. Et ça l'a été parce que le cheminement aussi dans lequel je suis arrivé à me sortir de ça, ça a été de la souffrance. Parce que je suis resté accroché à elle, bien évidemment. Alors ça, elle pourra pas me l'enlever. J'ai remué le monde entier pour la récupérer. Ok. Mais ce que j'ai fait là, ça m'a pas servi à rien, tu vois. C'est que je sais ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je me suis pardonné à moi-même déjà le fait de l'avoir délaissé, de m'être concentré que sur mes trucs à moi de l'époque. Et en fait, ça m'a permis de prendre une nouvelle leçon. C'est que faut se rendre compte de la valeur des choses quand elles sont là. Exactement. Et ça, c'est pareil, tu vois. C'est comme le coup de Tony Robbins et la série. Moment mémorable. C'est un truc, aujourd'hui, quand j'ai quelque chose, c'est même l'inverse, j'en fais presque trop pour pas le perdre, tu vois. Ouais. Voilà. Mais voilà, c'est... Il faut être reconnaissant de ce que t'as, de toute façon, peu importe. Mais même juste d'être là et de pouvoir discuter, il faut être reconnaissant, tu vois. Voilà. C'est sûr. Et du coup, je me dis, ok, j'ai plus ma femme, j'ai plus mon grand-père, j'ai plus ma santé, même si, étonnamment, j'ai tellement de trucs que ça va super bien. Je me dis, bon, il va me falloir un nouveau truc, en fait, hein, il va me falloir un nouveau projet. Et en vrai, je me mets à fond dans l'achat-revente. Des baskets, des vêtements, etc. Je prends mes contacts à droite à gauche, je développe un peu le business. Et en fait, là, il y a eu 3 étapes dans ma vie. T'as David 3.0, où là, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me touche. Parce que de toute manière, je viens de vivre le pire truc de ma vie. Donc en fait, je te roule dessus. J'allais en rendez-vous dans ma tête. Lui, ok, je vais le tuer. Enfin, tu vois, inarrêtable. Je fais ce que j'ai à faire. Je réfléchis un petit peu dans quoi je me monte, mais à cette époque, je me mets dans les bagnoles avec mon père à fond, tu vois, où je prends un peu plus de place au garage. J'achète des bagnoles, je les revends, j'achète des trucs, je les revends. Tout se passe bien. Et puis, je profite aussi de mon réseau dans le fitness que j'ai créé en 5 ans pour activer des connexions, machin. Dont l'IMO qui est venu après, tu vois. Et je fais un bond en avant où je me reconstruis un peu, tu vois. J'accepte le fait que j'ai plus mon équilibre dans ma vie avec ma compagne. Donc, je m'ouvre à la rencontre. Je rencontre quelqu'un. C'est aussi ça, les phases de ma vie et ce qui m'ont construit. C'est aussi les rencontres que j'ai eues, tu vois. Je rencontre une femme formidable, tu vois, qui me change totalement de mon passé sportif de cycliste. Elle me met à la muscu.
elle me remet à la muscu, parce qu'à l'époque, je m'entraînais comme un dégénéré bidon. Ouais. Là, une vraie coach, tu vois, qui me met à la musculation. Et là, je passe de 50 kilos à 75 kilos. Je deviens une machine de guerre. Je découvre le posing. je pose. Non, mais tu vois, tu me l'as pas encore fait à la salle. Non, je le ferai jamais. Ça, mais ouais, elle me tire vers le haut total. Elle m'aide à me reconstruire. Et mon état de santé à ce moment-là, c'est que je comprends que ça y est, en vrai, je suis guéri. Il y a rien de tout ça. Genre, il y a pas de maladie, il y a pas de problème de santé, il y a plus de rechute, il y a plus rien en fait. C'est fini. Et j'arrive à m'en convaincre. Et je me remets au sport alors que je suis pas censé. Je fais des perfs de ouf, tu vois. Tout allait bien. Mes charges, elles étaient monumentales, enfin, tu vois. Et je me retrouve en vacances sur une plage et je me dis, ok, ça va mieux. T'as quelqu'un de chouette dans ta vie, même si, bon, à ce moment-là, voilà, je me disais pas que c'est la femme de ma vie, tu vois, mais j'étais en couple, ça allait bien, ça allait mieux par rapport à mon grand-père. Ok, là, maintenant, tu vas monter un business. Et en fait, je m'étais rendu compte, de par tout ce que je consommais, moi, à titre personnel, que les gens travaillaient mal dans le commerce, selon ma vision. Et en fait, je faisais plein de rapprochements à ce que j'ai fait dans le fitness, dans le commerce. Ouais. Et je me suis dit qu'à partir du moment où on appelle les gens pour leur anniversaire, on les appelle par leur prénom, on les fait se sentir chez eux, et on adapte nos services à eux, bah, que ce soit dans le commerce, dans le service ou quoi que ce soit, je vais tout arracher, tu vois. C'est un peu la mentalité suisse, ça, un petit peu. Des fois, je sais qu'il y avait j'ai des personnes qui me parlaient de ce type de mentalité en Suisse, justement. Bah, je sais que moi, en tout cas, ça m'a permis de... Le soin du client, il est extrême. L'histoire de cette boutique, à l'heure actuelle, qui a un succès énorme et dont je suis très fier, c'est à 100% grâce à une séparation, une prise de conscience. Basta. Ouais. Et à ce moment-là, pour revenir un peu plus business, j'ai un pote, à l'époque c'était un pote, qui était tout le temps avec moi, qui était très jeune par rapport à moi. On a 5 ans d'écart, tu vois, mais à nos époques, quand j'étais dans la basket à 17 ans, c'était énorme, tu vois. Ok. Qui m'a toujours suivi, qui a toujours cru en moi, moi j'ai toujours cru en lui. Et en fait, à ce moment-là, d'autres potes à nous de l'époque, voilà, bref, ça se fait, carton plein, on ouvre, magnifique, etc. Du coup, là, t'ouvres tout seul ou tu t'associes encore ? Non, je m'associe parce que moi, j'aime les associations, tu vois, j'aime m'associer avec des gens. Des fois, c'est des échecs, hein, ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Ouais. Il y a des échecs, mais t'en tires des bonnes leçons, je regrette rien, tu vois. Okay. Dans chacune des associations qui ont marché ou qui n'ont pas marché, je regrette rien du tout. C'est des belles leçons de vie, c'est... Et de ce que tu as appris là-dessus, bah, des fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'osent pas entreprendre seuls et du coup qui cherchent à s'associer. Tu pourrais leur donner quoi comme conseil quand ils recherchent un associé ? Je pense que c'est comme les couples. L'entrepreneur qui a peur de se lancer seul, il est incapable de se lancer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Incapable. Faut avoir peur de rien, en fait, parce que des problèmes, il y en a toute l'année à gérer, tu vois. Un jour, je me suis retrouvé à une table, en gros, au Fight Heads de Monaco. En gros, c'est l'association du prince de Monaco contre la princesse. Ils font un match de foot caritatif et ils récoltent des fonds. Match nickel, hein, t'as Deschamps, Drogba, plein d'artistes, il y avait Thibaut InShape, machin, enfin bref, plein de célébrités. Okay. Ils font le match, toi tu payes des dons, tu sponsorises, machin, et tu te retrouves en gros à une table avec plein d'invités où t'es placé au hasard par tirage au sort, et en gros, en fait, c'est à 2000% du business, tu vois. Ok. Et en gros, à ce moment-là, je me retrouve à la table avec un Polonais, un génie de la tech, qui travaille dans la Silicon Valley, qui en gros a créé le système de paiement pour encaisser avec des iPhones. Ok. Voilà. Et le responsable de quartier Europe à ma table. Et mon pote avec qui je suis, et un autre mec, je sais plus trop ce qu'il faisait. Ok. Et en fait, à ce moment-là, dans cette discussion, je te raconte ça parce que je me rends compte qu'on a tous des problèmes. Parce qu'en gros, le mec de quartier, il lui dit, bah, en fait, on a du mal à encaisser les gens. En fait, nous, l'encaissement, ça nous prend du temps. Parce que les gens, on les fait asseoir, on en fait trop. Ils nous payent en espèces, on leur tend une corbeille. On prend la corbeille, on touche pas l'espèce parce que c'est mal poli, c'est le luxe. On va dans une salle, on compte l'argent parce qu'on doit pas compter devant les gens. Bref, en gros, il lui explique qu'il a un problème. Ça a pas de sens, là. Ouais. Et le mec de la tech, il lui explique que lui aussi, il a des problèmes, que quand il était chez Apple, bah, des fois, Apple, qui est la boîte, on va dire de bêtises, mais peut-être l'une des boîtes les plus chères au monde pour pas dire la plus chère, bah, des fois, en effet, on a tous un iPhone et on a tous un iPhone qui bug, tu vois. J'ai acheté le 15 Pro Max quand il est sorti.
il a fallu 4 mises à jour avant que le téléphone marche. On a tous des problèmes dans les boîtes, tu vois. Forcément. Faut pas avoir peur de se lancer. Des problèmes, il y en a. Et les problèmes, c'est génial. Ok. C'est ça qui anime la vie d'un entrepreneur. J'ai 1000 problèmes. Ce rendez-vous-là, je suis arrivé avec 2 minutes de retard parce que je gérais un problème, tu vois. Ouais. Ça va pas nous empêcher de faire un super moment d'échange et du super contenu, tu vois. Faut pas en avoir peur. Et un entrepreneur qui a peur, faut pas ni qu'il s'associe ni qu'il se lance. Faut qu'il travaille sur lui pour ne plus avoir peur. Totalement. Surtout dans l'ère du digital dans lequel on est, où à l'époque, j'ai pas 50 ans, hein, mais à 18 piges, quand je me suis lancé, il n'y avait pas de podcast, il y avait très peu de contenu YouTube, très peu de vidéos. Là, aujourd'hui, c'est quand même nettement plus facile de travailler sur son mindset et sa confiance en soi qu'à l'époque. Et encore plus dans les autres années. Et pourtant, tu vois, c'est une discussion que j'ai eue hier avec un ami et tout, où justement, en fait, on trouvait que... Bah, en fait, tu peux tout faire en vrai aujourd'hui. Demain, on va apprendre un truc tous les deux, tu vois, on se met sur un PC, on se met sur Google, on regarde comment on fait, on appelle 2-3 personnes et c'est fait, tu vois. J'exagère, mais c'est grossièrement ça. Mais par contre, sur le développement perso, il est accessible à fond aussi, mais j'ai l'impression que les gens, ils sont de plus en plus matrixés, tu vois, avec les réseaux sociaux. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, mais il y a des moments, tu vois. La société, tu vois, elle gère la valeur aujourd'hui la plus recherchée, de toute façon, c'est l'attention des gens, tu vois. Et en vrai, j'ai l'impression que du coup, les gens, ils sont tellement matrixés qu'ils ont même du mal à faire ce travail-là. Et même que le travail sur l'apparence, il devient de plus en plus, comment dire, malsain, tu vois, ça devient vraiment, vraiment malsain, où même les ados, tu vois, ils passent leur vie sur leur téléphone, et le travail, ils ont même pas la capacité de le faire parce qu'en fait, ils sont conditionnés à fond sur les réseaux sociaux, tu vois. Bah, ça les dicte, ça leur dicte quand même pas mal leur quotidien, les réseaux aujourd'hui. Moi, je vois un collaborateur en pause, il mange et il scrolle. Ouais, mais le pire, c'est que, encore, je t'ai pris l'exemple des ados, mais de 16 ans à 65 ans, maintenant, l'algorithme est merveilleux, tu vois, t'es en rupture amoureuse, t'as des vidéos de rupture, t'es en bonne phase, t'as une vidéo de bonne phase, tu vois, c'est trop fort. Par contre, c'est clair que, en fait, t'as des gens qui disent et des gens qui font. Ouais, c'est ça. C'est une belle expression que j'aime bien utiliser. Il y a le dire et il y a le faire. Faut le faire. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Monter ta boîte. Au pire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déposer le bilan, tu vas te planter, tu vas perdre de l'argent. Après, faut essayer, tu vois. Faut perdre de l'argent pour savoir en gagner. Faut en gagner pour savoir en perdre. Et ce que tu disais, c'est intéressant dans le sens où des fois, il y en a, ils cherchent à lancer un business. Et pareil, j'en discutais avec un ami aussi tout à l'heure. Mais en gros, ce qu'on disait, c'est que des fois, il y a des personnes, elles ont des problématiques dans un business. Mais en soi, la problématique, elle vient pas du business, elle vient d'elles-mêmes. Bien et sûr. c'est à ce moment-là où... De la façon dont elle crée cette problématique-là aussi, tu vois. Ouais, et c'est là où il faut faire ce travail pour mieux avancer totalement. Et ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué pour toi et moi parce qu'on y est confronté, tu vois. Enfin, on s'y est confronté, mais il y a des personnes qui ont du mal. C'est pas compliqué. Faut y aller, tu vois. Je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de fin en soi, quoi. Avoir un problème... Bon, bah voilà, faut pas en avoir peur, faut l'apprivoiser, faut l'utiliser à bon escient. Puis apprendre de ses erreurs et avancer, ouais. Du coup, là, t'es parti sur cette phase où tu montes Dimension Store, ou avant c'était anciennement le nom d'avant, c'était quoi? Les pièces concept. Les pièces concept, voilà. Ouais, c'est ça. Et là, aujourd'hui, t'en as combien? Alors, il y a 2 boutiques physiques. Ok. Voilà. Il y a un énorme site online qui est en train d'arriver. Ok. Avec plein de propositions. Et en fait, il y a plein de projets qui sont prévus. Avec un développement assez agressif qui va arriver sous 2024-2025, avec comme projet en fait de devenir la référence en termes de resell, parce qu'on fait du resell sur les baskets, et de retail en même temps. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, parce qu'en général c'est soit du resell, soit du retail. C'est soit tu travailles avec les marques, soit tu travailles pas avec les marques, soit tu revends des marques plus chères, etc. Nous on fait un vrai mélange des deux. L'objectif, en fait, ma vision, c'est que si demain la mode, c'est de vendre des parapluies, on sera les premiers à vendre des parapluies. Voilà. Et on a gagné de l'avance parce qu'on a développé notre CRM, on a développé tous nos process. Aujourd'hui, on monte un magasin en 15 jours avec peu d'investissement parce qu'on a beaucoup créé d'outils réutilisables et duplicables. Donc en fait, aujourd'hui, moi, monter un magasin, ça me prend pas de temps, peu d'énergie et j'arrive à le rendre autonome. Donc ça, c'est positif. Okay. Et ça nous permet d'avoir des axes de développement qui sont hyper intéressants. Le online, c'était un souhait de pas s'y mettre tout de suite, parce qu'au début, moi, j'aime bien voir les gens, créer une notoriété, créer un service aussi. Puis ça te permet de mieux comprendre le marché, je pense. Exactement. Aussi, hein. Et par la suite, tu vois, d'offrir encore aux clients, c'est pour ça qu'on garde des choses, c'est d'offrir aux clients un site internet. Et après le site internet, ce sera un autre service, autre chose, différemment, l'arrêter,
le recommencer, etc. Tu vois. Ok. Mais l'idée, c'est d'être un... Alors, c'est pas l'idée, parce qu'on l'est déjà selon moi, hein, c'est pas l'excès de confiance ou quoi, c'est d'être la référence en termes d'expérience client. Et même si on vend que des baskets. Parce que c'est souvent la phrase que j'ai. Alors, déjà, on vend pas que des baskets. C'est 60% du chiffre, c'est le textile, tu vois. Ok. Mais souvent, les gens qui viennent et qui sont pas du milieu, tu vois, de la mode, etc., donc généralement les parents, tu vois, on a souvent ce retour en encaissement où ils nous disent, franchement, pour les produits que vous vendez, chapeau. Mais en fait, c'est nous qui sublimons les produits parce que on se comporte tellement avec proximité, professionnalisme, on fait tellement attention à chaque détail, chaque poussière, chaque coin de peinture craquelé, l'odeur. Comment est-ce que, tu vois, chaque lundi, en gros, j'ai 2 heures de formation avec tous les collaborateurs du groupe. Il y a des lundis, on passe 2 heures à leur montrer comment est-ce qu'on apporte une boîte face à un client. Ok. Alors qu'en soi, la boîte, tu la prends, tu l'ouvres, tu donnes la paire. Voilà jusqu'où on essaie de pousser le truc. Et c'est comme ça qu'on espère, et moi, à titre personnel, je sais qu'on arrivera à devenir la référence européenne là-dessus. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à faire briller les gens, au-delà du lieu. Parce que le lieu, c'est pareil, j'ai une passion, moi, c'est la déco, l'architecture, etc. Et puis j'ai une très bonne amie à moi qui est architecte, qui me suit dans tous mes projets, où on se fait plaisir total, tu vois. Au-delà de tout ça, on crée un endroit où, quand tu rentres, il faut du waouh. Mais de tous les côtés. Ouais. Chaque coin où tu poses un œil, tu as soit un humain incroyable, soit un lieu incroyable, soit un objet incroyable, soit un produit incroyable, ou une odeur. Une odeur. Ce qui fait que... Alors, la grosse problématique qu'on a, c'est que la rue du magasin de Lyon n'est pas aux normes, handicapée. C'est la rue Lanterne, en gros. Donc, on n'est pas référencé, en tout cas, dans des pièces accessibles. Je rêverais d'avoir des personnalités... des personnes non-voyantes. Ok. Parce que ces gens-là, je sais que... Alors, on en a, hein, mais je sais que s'ils viennent, c'est un moment incroyable. Parce que nous, on fait attention à l'odeur. On fait très attention à l'odeur. On fait très attention à la température. On fait très attention à ce que tu écoutes. La musique, chaque temporalité, chaque créneau dans la journée, on dédie des playlists. Il y a des centaines d'heures de recherche avec ça, tu vois, pour écouter la bonne musique au bon moment, avoir la bonne température au bon moment en fonction de la température extérieure. Et toutes ces données-là, en fait. Ok, c'est vraiment incroyable tous les paramètres on essaye. Que tu donnes. Non, mais parce que en soi, il y a des gens, ils vont te dire ouais, tu vends des chaussures. Là, en vrai, non. On vend pas des chaussures. Là, tu vends pas que des chaussures. Ouais, c'est ça qui est. Les chaussures, tu vas dans n'importe quel magasin, t'en trouves. Tu vas sur Internet, t'en trouves. Ouais. Parfois plus cher, parfois moins cher. C'est ça. Et c'est comme ça que tu te différencies. Ce moment de vie-là, chez nous, il est unique. On fait magasin de synthé, on l'a ouvert 7 octobre. On a 400 avis Google. 4,9 étoiles, tu vois. Ouais. Oui, mais parce que t'as le son client et... Exactement. Ouais. C'est Lyon, j'ai ouvert il y a moins de 2 ans, on a 1400 avis Google à 4,9 étoiles. Personne n'a ces scores-là, tu vois. On n'a même pas besoin de faire de Google Ads quasiment, tu vois. Le référencement Google, il se fait... Ouais, ça se fait naturellement. Les gens sont ravis, tu vois. Ravis. Du coup, quelle adresse pour les Lyonnais, exactement? 28 rue Lanterne. 28 rue Lanterne. Ouais. C'est le rue petit Michel placement... Rondet pour les Stéphanois. Ok. Voilà. Mais même Synthé. Si on a 5 minutes, Synthé, je t'explique. Je l'ai ouvert à 100% parce que les gens me disaient « Ah, Synthé ?» Bah ouais, Synthé. Plus tu vas me dire que je vais pas réussir, plus je vais le faire et je vais réussir. Donc tous ceux qui m'ont dit « Ouais, mais Synthé, t'es sûr ?» Les gars, je connais l'endroit. Je suis né là-bas. J'ai vécu à Lyon toute ma vie, mais je suis né à Synthé. Je connais Saint-Étienne. Je savais d'avance que ça allait être un carton plein. Et plus tu vas me dire t'es sûr, plus je vais être sûr de moi. Et plus ça va être un carton. Et à l'heure actuelle, c'est un carton total. Et total. Les cash machines, envergure de ouf. Les gens sont super contents. On a un engagement énorme. 80% de ma clientèle, c'est des clients qui ont déjà consommé. Enfin, c'est incroyable, tu vois. Incroyable. Franchement, bravo. Hein. Sacré parcours. Sacré parcours avec tout ce que tu as vécu, et ce qui est vraiment bien, c'est qu'à chaque fois tu as transgressé ce qui t'est arrivé, de malheureux ou pas, tu vois, mais tout ce qui t'est arrivé, et même avec la maladie. Du coup, la maladie aujourd'hui, elle est encore présente ou non, tu le vois pas? Tu le vois pas, donc on peut dire quasiment... Tu l'as vu quand on se retraite? Mais quand tu m'as raconté ça pour la première fois, j'étais étonné, tu vois. C'est ma petite victoire. Ouais, je pense que ma maladie, c'est ça réellement. C'est de duper les gens assez facilement. Ou aujourd'hui, hier, j'étais avec l'ostéo, qui a des mecs qui ont ma pathologie très souvent. Il m'a dit, frérot, t'es sûr? Oui,
je suis sûr, je sais. Mais il t'a pris pour un mytho presque. Non, pas à ce point-là, mais je sais qu'aujourd'hui, tous ceux qui m'ont dit qu'on pouvait pas guérir de cette maladie ou d'une maladie en général, si vous voulez croire ça, moi je crois quelque chose de différent. Et venez avec moi une journée, vous allez voir. J'ai un pote à moi qui est venu m'aider pour les périodes de fête, un baroudeur qui fait le monde entier, etc. Tu vois, il dort chez moi. Depuis une semaine, depuis 15 jours maintenant, ça fait 15 ans qu'il fume, il a arrêté de fumer. Il va à la salle tous les matins à 6h, mange bien, et il est 2 fois plus performant et 4 fois plus heureux, tu vois. Ouais. Et c'est pas un lifestyle militaire ou quoi, hein. C'est juste qu'il fait attention à lui. Ce que je lui ai expliqué par rapport à la clope, il m'a cru, je pense. Et puis ça l'a inspiré d'avoir autour de lui, parce que je l'ai fait pour beaucoup de collaborateurs aussi. Tu sais, nous, on est une boîte là-bas où on est très proches et on est beaucoup sur le dev perso aussi, dans la vie perso et pro. Il y en a plein qui ont les deux sont liés de toute façon. Il y en a plein qui ont arrêté de fumer, il y en a plein qui sont ravis de partager tout ce qu'on fait les lundis matins, et lui le premier, tu vois. Ouais. Et moi, c'est une victoire. Je me dis, attends, le mec, il vient, ça fait 15 ans qu'il fume des clopes, il arrête la clope. Ouais, tu l'inspires et via ton parcours, maintenant, il a une petite puff, tu vois, il fume du fruit rouge, comme il dit, hop, et terminé. Il a totalement arrêté la clope et c'est le plus heureux du monde, tu vois. Et je l'amène à la salle le matin. Ouais, puis tu retransmets ça aussi aux autres personnes au-delà du business. Exactement. Donc bravo. Exactement. Merci, frérot. Est-ce que tu as quelque chose à transmettre en mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent ? Je pense qu'on a des entrepreneurs, mais on a aussi pas mal de personnes, tu vois, qui sont pas forcément entrepreneurs aussi. Est-ce que tu as un message en particulier à faire passer via ton parcours, sachant qu'il y a énormément de messages qui sont déjà passés au fur et à mesure de l'écoute. Je pense qu'il y en a pas mal. La première chose, parce qu'on a beaucoup de vidéos autour des entrepreneurs, mais très peu autour des entreprenants, ceux qui bossent avec des entrepreneurs. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si j'avais pas toute une équipe derrière moi, je serais même pas face à toi à te raconter des super histoires, tu vois. Donc, et ça fait pas d'eux des gens moins bien ou quoi que ce soit. Mes collaborateurs, moi, c'est une famille, c'est une force, tu vois. Et sans eux, j'y arriverais pas au quotidien, tu vois. Je peux pas tout faire tout seul. Alors, je suis le fil conducteur. En effet, j'ai le leadership naturel où j'engage les gens et je les guide. Et sans des gens, sans des humains incroyables pour m'aider au quotidien, il y a rien de tout ça. Donc, moi, je trouve ça assez hypocrite, toute cette communication qu'il y a autour des entrepreneurs, et qu'il faut se lancer dans la vie. Je vois plein de vidéos sur Insta, pourquoi est-ce que tu bosses pour quelqu'un, etc. Et pas du tout, c'est merveilleux de bosser pour quelqu'un parfois aussi. Oui, à partir du moment où tu as... bien sûr, il y a des gens qui ont le même impact en bossant pour quelqu'un, il y a des gens qui ont besoin aussi de sécurité et qui n'ont pas l'envie de se jeter droit dans un mur, parce que moi, tout mon parcours, ça a été se jeter droit dans un mur. Des fois, je suis bien retombé, des fois, je me suis jeté dans un mur et ça a mal rebondi. Je suis resté dedans des fois, un petit moment. Mais moi, j'aimerais plutôt faire un message pour les entrepreneurs, dire à ceux qui sont derrière nous, du fond du cœur, merci, quoi. Merci, moi, en tout cas, à titre perso, à tous ceux qui croient en moi au quotidien, tous ceux qui sont derrière moi, qui bossent avec moi, qui m'aident aussi bien et avec un tel degré d'engagement, tu vois. Ouais. Et ça, c'est beau. Je trouve ça même plus beau qu'entreprendre, réussir, etc., tu vois. C'est une équipe. On n'est pas seul. Moi, tu vois, j'ai mon associé aussi, par exemple, qui est très discret. Il a pas Insta, on le voit jamais sur les réseaux, etc. Et sans lui, mon monde, il s'écroule, tu vois. C'est mon pilier numéro 1, tu vois. C'est l'ami de ma vie. Enfin, l'amour de ma vie, c'est l'ami de ma vie, tu vois. Et sans lui, il y a rien. Il y a rien. Je pense qu'on va te présenter aux élections d'ici peu de temps. Non, je plaisante. Non, merci. Non, mais vraiment merci parce que c'était vraiment intéressant. Ouais, et ton parcours, moi le premier, quand tu m'as expliqué tout ça, je pensais pas qu'il y avait tout ça derrière. Okay. Parce que j'étais resté sur les salles de sport et ça m'a vraiment touché ce que je t'avais dit, même la première fois que tu m'as raconté tout ça, où je t'ai dit ça m'a mis une claque et c'était réel. Okay. Donc merci beaucoup et j'espère que ça inspirera beaucoup de monde pour les personnes qui vont nous écouter. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois pour aller au-delà des apparences. Merci. Allez, merci à toi. Salut.